Eh bien bonjour, moi je suis Thomas. Donc moi je travaille pour la Chambre de métier et de l'artisanat, donc chambre consulaire, et donc je suis conseiller numérique. Donc deux grandes missions principales du collectif, la 89, c'est-à-dire je viens animer de la formation sur divers sujets que peuvent être les réseaux sociaux, que peuvent être le web en général, et puis de l'accompagnement aux entreprises de manière individuelle. Là c'est Allô Thomas, j'ai une problématique un peu particulière, est-ce qu'on peut faire ensemble? Donc ça va de la mise en relation avec des prestataires locaux, ça peut être Élise en parlait du montage de dossiers de subvention dans le cadre d'un projet numérique un peu structuré, ou tout simplement répondre à une problématique que vous pouvez avoir en termes de visibilité, en termes de besoins numériques, on va dire au sens large, quoi. Parce qu'aujourd'hui, le numérique, on en met quand même beaucoup de choses dedans, y compris du recrutement, y compris de l'organisation, des tableaux de bord de pilotage. Enfin, vous l'imaginez, ça va quand même assez large dans divers domaines. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler réseaux sociaux, axé plutôt Facebook, Instagram. Moi, mon job sur mon heure d'intervention, on va dire plus ou moins une heure, c'est un peu de vous donner les clés du camion, de comment ça fonctionne et à quelle sauce on est mangé par ces réseaux sociaux et comment les utiliser à bon escient, vraiment à titre professionnel, hein, c'est-à-dire le côté profil et la photo de vacances. Moi, je fais ça plutôt sur le côté, vraiment pour le bien de vos entreprises. Donc le premier point, c'est vraiment de sauter de la tête vraiment qu'un Facebook et un Insta ou tout ensemble des réseaux sociaux est là uniquement pour poster ses photos de vacances ou des photos de chats qui tombent, hein, même si c'est super marrant. Mais le but, c'est vraiment que ça soit porteur d'affaires pour vos business. Ok. Rapidement, je veux pas vous asséner de chiffres parce que là, on va pas surfer sur la vague de café. C'est vraiment la partie un peu qui va tirer. Mais rapidement, aujourd'hui, il y a des enquêtes qui ont été faites et plus des 3/4 des chefs d'entreprise, grosso modo, considèrent le marketing et notamment le marketing des réseaux sociaux efficace. Ok, ça c'est juste pour essayer de rendre crédible mon intervention. Ça va? Ok. Euh, Plein d'objectifs différents. Alors là, c'est pareil, vous aurez le support. Donc moi, je vais pas m'amuser à débattre chiffre par chiffre. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir plutôt les grands nombres. 85% de ces objectifs assignés aux médias sociaux sont là pour enrichir la relation avec les clients. Ok. Donc effectivement, il y a une notion de prospection, il y a une notion de fidélisation, il y a une notion de business, mais globalement, on appelle ça l'expérience client aujourd'hui, et c'est de montrer qu'on existe finalement. Ok. Souvent, je le dis, les réseaux sociaux, c'est un peu binaire, c'est soit j'y vais, soit j'y vais pas, parce qu'en fait, y aller, ça peut être très bénéfique pour vous, mais ne pas y aller, ou alors juste d'avoir une présence, mais avec des publications qui vont être extrêmement, on va dire, occasionnelles ou très peu régulières, finalement, ça peut faire mauvaise pub, quoi. J'arrive, j'en sais rien, je vois une entreprise je vois la dernière publication date de 2021 sur sa page Facebook, je dis, elle existe encore cette boîte ou pas, quoi, finalement. Donc ça peut vraiment porter à confusion. Donc le but, c'est vraiment un peu d'avoir cette régularité. C'est là où je prends ma casquette ou du méchant un peu en disant, ouais, si on y va, il faut y aller, quoi. Hein. Il y a plein de termes un peu bizarres, mais vraiment, les buts principaux, c'est je viens enrichir la relation client et j'engage un peu une notion de discussion. Et après, ça, c'est votre casquette de commercial qui prend le relais et ce qu'on appelle négocier le bout de gras, quoi, pour vendre une presta, un service ou alors finalement un produit. Ok. Euh, Voilà, beaucoup de gens aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux. L'utilisation du numérique, c'est quand même assez important. Moi, c'est quelque chose que j'ai souvent tendance à dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait faire un tour de table. Malheureusement, on n'a pas le temps, donc on va pas le faire. Mais effectivement, on utilise tous le numérique aujourd'hui, c'est clair. En revanche, on l'utilise tous de manière différente. Et peut-être que vos clients, ils sont pas uniquement sur Facebook, ils sont pas uniquement sur Insta, ils sont pas uniquement via une plateforme d'un site internet. Et donc, si on veut toucher la plus large cible possible, vous l'aurez compris, il faut un peu multiplier les canaux, quoi. Ok. Je parle de multiplier les canaux et il y a quelque chose qui est assez sympa. Je vois qu'il y a des viennoiseries. Bonjour. Il y a des viennoiseries ici et souvent, je sais pas si vous connaissez cet adage un peu, les réseaux sociaux expliqués avec un croissant, ou ça vous parle peut-être pas trop. En gros, chaque réseau social va avoir un peu ses mœurs, ses coutumes et ses façons de communiquer. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vouloir faire passer une information, et cette information, va falloir lui trouver un peu des angles d'attaque différents en fonction des coutumes et des usages des réseaux. Je vais pas passer sur tous, parce que ce qui va nous intéresser, c'est peut-être plus Facebook et Insta. Mais en gros, les réseaux sociaux expliqués avec un croissant, je prends Facebook pour commencer, c'est « j'aime manger un bon croissant le dimanche matin, et vous ?» Le et vous, il est super important parce que Facebook, ce qu'on essaie d'avoir, c'est justement d'engager la discussion. On n'est pas sur une communication qui va être juste descendante, en fait, et brute. Le but, c'est d'engager la discussion et de remplir l'espace commentaire, quoi. C'est-à-dire que les gens derrière viennent se questionner, vous interroger, etc., pour passer du temps sur votre publication. Donc le et vous, il n'est pas juste là pour faire joli. Honnêtement, il y a vraiment un intérêt à Facebook de poser des questions ouvertes, quoi. Ok ?
Twitter maintenant, X, je vais passer rapidement, on n'en est pas forcément là. Et Instagram, magnifique croissant du matin. Et je vois aussi la notion de hashtag. Alors je vais y revenir tout à l'heure sur cette notion de hashtag, mais on voit que là finalement, on s'axe sur un visuel finalement, une belle photo, un beau média, voire une belle vidéo, mais quelque chose qui va donner bien plus envie, quoi. Je pourrais parler d'autres réseaux sociaux, mais ça va pas être le sujet du jour. Mais si je prends par exemple YouTube, qui est un réseau social vraiment dédié à la vidéo, ben là le but c'est tuto faire des croissants maison. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment ce côté un peu du do it yourself, comme on pourrait l'avoir avec Pinterest finalement, où ben, le croissant devient accessoire. Et ce qui va être intéressant, c'est la superbe cuisine où je prépare les croissants. Ok. Donc chaque réseau social va avoir un peu ses codes, ses mœurs, ses usages, et donc c'est important de le comprendre parce que effectivement on pourrait sombrer dans la facilité. Et ça aussi j'y reviendrai, dire je fais une publication et j'arrose l'ensemble des réseaux avec la même publication, c'est facile, je gagne une pierre, deux, trois, quatre coups, mais en soi effectivement c'est peut-être pas forcément les bonnes us et coutumes. Ok, ça va jusque là. Le but, c'est pas non plus de faire des chiffres, vous aurez les supports, mais effectivement, Facebook, aujourd'hui, près de 3 milliards d'utilisateurs mensuels dans le monde, c'est quand même colossal, hein, on va pas se mentir. Euh, Beaucoup utilisent les groupes aussi. Alors Facebook, on le verra, il y a les pages, les publications, la possibilité de répondre en commentaire, ou en commentaire donc de manière publique, ou alors par message privé, messagerie privée, donc plutôt de manière privée, hein, à l'instar d'un mail ou vraiment de quelque chose de 1 à 1. Mais aussi, beaucoup de personnes utilisent les groupes. Ok, on les voit, il y a des groupes qui peuvent être publics et là aussi qui peuvent être privés aussi. Hein. La vidéo, réel pilier de la communication depuis maintenant quelques années, on va dire, allez, 2-3 ans maintenant, ça devient le pilier énorme pour une raison qui est assez simple. Je pense que quand vous utilisez Facebook des fois à titre perso, vous regardez une vidéo, ok, à la fin de cette vidéo, il y en a une deuxième qui arrive, qui a forcément aucun lien avec la première des fois. Vous n'avez pas demandé à ce qu'elle arrive, mais elle arrive quoi. Ouais. Parce que si je me mets de l'autre côté de la barrière, vous, en tant que chef d'entreprise, ce qui est super intéressant, c'est-à-dire que c'est de la prospection passive directe, quoi. Vous faites une vidéo de votre entreprise ou d'un service que vous mettez en place, ça va arriver sur le téléphone ou sur l'ordinateur de quelqu'un qui a peut-être jamais entendu parler de vous. La vidéo, c'est le seul outil qui fait ça aujourd'hui. Facebook, ça a été un outil qui a été en mutation, notamment la partie page pour les entreprises, où aujourd'hui, ça s'apparente vraiment presque à ce qu'on peut retrouver sur Instagram avec, vous le voyez ici, une notion d'intro, presque de bio, comme on a dans la partie descriptive sur Instagram. Donc effectivement, c'est un peu différent. Et dissocier maintenant le nombre de mentions j'aime et le nombre de followers, le nombre d'abonnés. C'est-à-dire que des gens peuvent aimer votre page. S'ils aiment votre page, ils vont être forcément abonnés. Mais ils peuvent être abonnés sans aimer votre page. Ok ? C'est un peu fin. C'est-à-dire, je veux continuer à suivre les actualités de cette page-là, mais je veux pas être affiché comme quelqu'un qui aime forcément cette entreprise-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Facebook ? Vous l'aurez compris, hein, ça c'est quand même quelque chose, je pense, d'assez global. Ça reste la partie vraiment vitrine virtuelle de votre entreprise avec ce qu'on appelle la rubrique à propos, donc une partie descriptive qui va venir, en fait, qu'est-ce que je fais, comment j'existe, où est-ce que je suis positionné, quels sont les services que je propose, les types de produits, peut-être même les valeurs de mon entreprise ou de mon activité. Ok ? Toute la partie coordonnée que vous voyez sur la partie en haut à gauche, on a la possibilité d'avoir une notion de service, et puis je l'ai évoqué juste avant, un espace de commentaires, un espace d'échange qui va être là pour le coup public, et puis un espace qui peut être privé via une messagerie, on appelle Messenger, hein, qui est un outil vraiment intégré à Facebook. Et puis bien sûr, le nerf de la guerre, ça va être le partage de contenu, donc ça va être la création de différentes publications. Je voulais noter les petits emojis qu'on voit. Beaucoup me font le retour de dire ouais mais j'ai l'impression que ça va peut-être pas faire pro pour mon entreprise si je communique avec des emojis, ça peut avoir le côté peut-être un peu enfantin. Faut y aller, c'est bien plus agréable à lire qu'un énorme parpaing brut sans saut de ligne quoi. Qu'est-ce qu'on publie sur Facebook ? Vous l'aurez compris, alors là je parle de la publication, hein, pure et dure, un peu le dernier élément qu'on vient d'évoquer. Un contenu qui va être rédigé pour la communauté dans lequel on va avoir travaillé ces mots-clés et peut-être les hashtags qui y arriveront. La notion de hashtag sur Facebook, elle n'est pas cruciale. Je la développerai tout à l'heure quand on va parler d'Insta. C'est important aussi d'avoir un sujet qui va pas être trop commercial non plus. C'est-à-dire que si moi je suis une page de vos entreprises et que chaque publication vous l'orientez très commercial, voilà mon nouveau produit, voilà mon nouveau service avec une notion de prix, quelque chose comme ça, on est entre nous, hein, mais moi ça va me saouler quoi. C'est-à-dire que je vous suis pas pour faire que de la pub. J'ai aussi besoin de savoir un peu vos valeurs, peut-être ce qui va se passer en off dans votre entreprise ou quelque chose qui va se tourner géographiquement proche de vous, un témoignage client, des choses comme ça, mais pas que du commercial. Le but, c'est d'avoir vraiment une variété dans ces contenus. Ok ?
Plusieurs photos, une vidéo, des présentations de coups de cœur, mise en lumière de partenaires. Faut quand même pas oublier que dans la notion de réseau social, il y a vraiment cette notion de réseau. Donc le but, c'est aussi de mettre en lumière avec qui on travaille. Et par moment, ça peut donner une certaine crédibilité à son entreprise. Ok ? Et le but, in fine, on l'aura compris, c'est les interactions, c'est-à-dire d'engager les commentaires, que les gens viennent réagir, qu'ils repartagent, etc., pour avoir cet effet de nébuleuse et que votre publication, elle ait ce qu'on appelle une durée de vie la plus longue possible. Ouais. Les bonnes pratiques, alors ça, c'est souvent quelque chose qui revient, c'est est-ce qu'il y a des bonnes horaires, est-ce qu'il y a des bons jours pour publier, quand est-ce que c'est le mieux, etc. Alors moi, je peux vous donner ce que nous disent les statistiques généralistes de Facebook, mais vous l'aurez compris, ce qui va déterminer ça, ça va être aussi votre secteur d'activité. Je prends le milieu de la restauration, il est vrai que le milieu de la restauration, les gens vont peut-être plus le consulter à 11h le matin ou à 18h le soir, avant les périodes de repas, soit pour se mettre en appétit, soit pour avoir une idée du menu du jour, etc. Ce qui va pas forcément être la même chose dans l'ébénisterie ou la menuiserie, activité que j'ai entendu évoquée par Élise tout à l'heure. Ok. Donc effectivement, Facebook, les jours, on va dire plutôt clés, ça va être la fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, avec des horaires qui vont être différents. On va avoir effectivement le matin, le 9h, le 15h en début d'après-midi, et puis le 18h au moment de la débauche ou lorsque les activités de la journée sont plutôt terminées. Ok. C'est pas noté, mais dans les statistiques, je vous le dis, le pire jour pour Facebook a été considéré le mardi. Pas me demander pourquoi, je sais pas. C'est-à-dire qu'éviter de publier le mardi, c'est le jour où a priori il y a le moins d'interactions, où les gens sont moins Facebook friendly, quoi. Ok ? Ça dépend. Et ça dépend des activités. Il y a des choses, mais effectivement, dans les statistiques généralistes, effectivement au global, voilà ce qu'on peut en dire. Donc le début de semaine, pourquoi ? Parce que ça correspond aussi des fois où les gens dans leur activité professionnelle, je rentre du week-end, je vais faire un tour sur ma page Facebook Pro, ce qui a pu se passer. Donc c'est là où on a quand même beaucoup de monde qui s'y connecte. Et puis effectivement, on va pas oublier que si vous travaillez envers un public de consommateurs particuliers, de personnes, d'entreprises en B2B, c'est un petit peu différent. Mais effectivement, les gens auront un peu plus de temps libre à assigner aux réseaux sociaux en fin de semaine. Ok ? Facebook aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un moteur de recommandation, c'est-à-dire qu'à la différence d'un moteur de recherche comme Google par exemple, Google, je vais lui poser une question, il va me donner des résultats de recherche. Facebook, c'est un moteur de recommandation, c'est-à-dire qu'il va utiliser lui aussi la position géographique, peut-être les mentions j'aime, les interactions que j'ai déjà eues sur différentes publications, pour me proposer du contenu qui va m'intéresser moi, finalement, à propos de mon profil. Ok ? Donc c'est pour ça que c'est intéressant, que c'est un outil de découverte aussi en local, et beaucoup de gens cherchent aujourd'hui à travailler avec des entreprises, on va dire, plutôt locales, et c'est plutôt une bonne chose. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je pense que c'est clairement la bonne, la bonne solution, surtout dans nos zones rurales à nous. Donc voilà, pas hésiter à chaque fois qu'on fait une publication à identifier le lieu auquel vous êtes, parce que ça va orienter votre publication pour un public de personnes qui va être plutôt proche de vous. Ici, je termine sur la fréquence en fait de publication, c'est-à-dire ok, est-ce qu'il faut que je publie une fois par jour, 2 fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois? Ce qu'il faut garder en tête, et on verra tout à l'heure, je vais vous présenter l'algorithme, la façon dont fonctionne vraiment Facebook. Le but, c'est exactement la même chose que la course à pied. Ok? C'est-à-dire la course à pied, ça se passe comment? Je sais pas s'il y a des gens qui courent un peu autour de la salle. Peut-être pas. La course à pied, ça se passe comment? C'est-à-dire que si je vais courir 4 fois dans la même semaine et puis que je cours plus pendant 3 semaines et que je recours derrière, je galère quoi. C'est ingrat, la même chose que les réseaux sociaux, c'est vraiment ingrat. Alors que si je vais courir, j'en sais rien, une fois par semaine, tous les lundis, par exemple, ok, je peux peut-être avoir une marge de progression et ça va se passer. Exactement la même chose, le même mode de fonctionnement pour Facebook. Ça va? Donc effectivement, une publication par semaine peut suffire, mais effectivement, il faut avoir une publication qui soit plutôt qualitative et cohérente avec l'image de son entreprise. Et là, je vais pas vous en dire plus parce que je pense que Mélodie a des choses à dire là-dessus en fin de matinée. Ok? Là, je parle de publications vraiment que moi j'appelle en dur, mais on va dire plutôt publication classique. Effectivement, les stories, il faut avoir quelque chose d'un peu plus régulier pour montrer un peu le off de l'entreprise, même si la story sur Facebook, elle est consultée, mais là où il y a ce qu'on appelle un énorme taux d'ouverture, c'est sur Instagram. La story est le support Instagram privilégié. Faire passer une info. Maintenant, je vais vous parler du fonctionnement de l'algorithme de Facebook, c'est-à-dire finalement à quelle sauce on se fait manger, parce que je vais pas jusqu'à dire on a une belle liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Effectivement, on peut publier ce qu'on veut, mais qui dit algorithme, c'est-à-dire que Facebook il se réserve le droit de mettre votre publication plutôt en avant ou plutôt la cacher, en fonction de certains critères. Ok ? Ça, on a tous eu
des expériences où on trouve des petites bizarreries à l'utilisation des réseaux. Facebook en est une. Je prends un exemple, c'est-à-dire des fois une publication où ça peut être une page, mais le profil peut suivre la même chose. C'est-à-dire j'ai 400 amis, mais c'est toujours les 3-4 mêmes personnes qui aiment ma publication. C'est super rageant. J'ai 400 personnes derrière, mais c'est toujours les 3-4 mêmes. Et dedans, il y a maman qui met le cœur rouge souvent. Okay. De ces 3-4 mêmes personnes. Je vais essayer de vous démêler le vrai du faux un peu et le pourquoi du comment ça peut se passer comme ça. Ok ? Donc là, je vais parler d'une publication, pas d'une story, vraiment une publication classique en dur, pour le coup. Il y a 3 filtres différents. Le premier, c'est le côté qualitatif. Et c'est là où on commence déjà un petit peu à grincer des dents parce qu'on se dit c'est des robots finalement qui vont analyser ma publication et qui vont dire si elle est qualitative ou non. C'est un peu moyen. En gros, sur quoi va s'interroger les robots, en fait, les algorithmes, finalement, Facebook, sur quoi il va se pencher sur votre publication, c'est différents éléments. Le premier, c'est si vos images sont de qualité. Donc là, ce sera plutôt Gwen qui l'évoquera tout à l'heure, donc je ne vais pas en dire beaucoup de mots. Ce que je peux dire au-delà de la qualité visuelle du contenu, c'est aussi que vos images, elles soient importées nativement, c'est-à-dire que ce soit vos propres contenus. Grosso modo, je vais pas aller prendre une image de Google, faire un bon copier-coller et mettre mon image dans ma publication parce que je l'ai trouvé sympa, quoi. Avec le petit filigrane. Avec le petit filigrane et qui dit que ce qu'elle n'est pas à vous, quoi. Ça, c'est pas bon. Et le pourquoi du comment, c'est parce qu'en fait, Facebook, il se dit, ce contenu-là, je l'ai déjà vu passer quelque part. Si je le republie, c'est ce qu'on appelle du contenu dupliqué. Et là, pour le coup, on est mort, quoi. Ok ? Donc, vos propres contenus qu'on vient chercher dans votre pellicule sur votre téléphone ou dans mes documents, mes images sur votre ordi, quelque chose qui est un contenu propre. Ok ? Pour la partie qualité visuelle, je laisserai Gwen vous évoquer tout ça, elle est bien plus calée que moi là-dessus. Deuxième point, et ça c'est quelque chose qui n'est pas souvent énoncé, c'est s'il n'y a pas de lien externe. Alors un lien externe c'est quoi ? Vous savez, c'est quand on a un lien bleu, c'est super bien, allez visiter mon site internet www.monsite.fr, les gens ils ont juste à cliquer dessus, c'est super, c'est facile, on se dit on leur fait une passe décisive, c'est nickel quoi. Ouais, mais non. En fait, il faut savoir que Facebook et le grand Manitou d'en haut, Mark Zuckerberg, Marco, il gagne 99,9% d'argent plus il y a de monde sur Facebook. Et en fait, ce que vous faites, c'est il y a du monde sur Facebook et je les amène chez moi. Et ça lui plaît pas trop à Marco là-haut. Et donc, du coup, forcément, votre publication, il va moins la diffuser. Ok ? Je dis pas que c'est une règle absolue et qu'il ne faut jamais mettre un lien vers son site internet parce qu'à un moment donné, ça peut être le cas. Vous créez votre site internet, je pense que la première des choses qu'on souhaite faire, c'est le dire sur les réseaux sociaux qu'on a un site internet et donc on va communiquer le lien. Mais effectivement, je vois beaucoup de gens qui mettent un lien soit vers leur site internet ou vers des articles à chaque publication. C'est clairement une mauvaise chose. Et derrière, il faut savoir qu'il y a certains mots qui sont catégorisés noirs en fait sur Facebook. Il y a 3 types de mots noirs. Alors je vais passer quand même assez rapidement parce que je pense que le temps passe et on a quand même du temps à passer sur autre chose. Mais en gros, si vous mettez des mots dans la description de votre publication comme j'aime, partage, commentaire, commente, qui sont des mots d'appel à l'action ou d'incitation à l'action pour les personnes qui sont là, comme on retrouve des fois dans un jeu concours. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, mettez le nom de vos 2 amis en commentaire et puis partagez la publication pour m'aider, ok ? Mais en fait, l'idée, c'est que Facebook, il va se dire, ok, c'est bien cette publication, il va y avoir eu des j'aime, peut-être des commentaires, peut-être des partages, mais en fait, est-ce que c'est vraiment légitime ? Est-ce que les gens, ils l'ont fait réellement parce que le contenu les a intéressés ou c'est parce qu'on leur a forcé la main, on leur a demandé de le faire ? Ok ? Donc le fait qu'il y ait ces mots-là, c'est peut-être pas terrible non plus, ok ? Je reprends la technique de la filouterie. La filouterie, ça serait de faire une image dans laquelle je vais écrire les mots dans l'image. Comme ça, je vais me dire, tiens, Facebook, il va pas savoir, vu que je l'ai pas écrit, je l'ai mis dans l'image. Mais non, parce qu'aujourd'hui, avec le développement aussi de l'intelligence artificielle, il comprend ce qu'il y a dans les images. Ok. Donc, on peut pas filouter comme ça non plus. Ça marche pas. Ok. Autre catégorie de mots noirs, ça va être tous les mots qui vont être attraits à la publicité. Offre commerciale, promotion, échantillon, gratuit. Ok. Facebook, en fait, il va dire, tu veux faire de la publicité sur ta publication, c'est bien. Mais utilise plutôt le contenu sponsorisé où il faut payer. D'accord ? Donc ça, c'est une autre catégorie de mots noirs. Et après, la dernière catégorie, elle est difficilement... je peux l'expliquer, mais ça va être des mots qui vont être tendancieux sur des sujets, on va dire, peut-être géopolitiques ou des choses comme ça. Vous imaginez bien, si on met des mots aujourd'hui comme... je sais rien, il y a le match France-Israël de foot ce soir qui a soulevé beaucoup de débats, etc. Si on parle là-dessus, effectivement, peut-être que Facebook, il va un peu faire descendre votre publication parce qu'il souhaite pas que ce soit quelque chose qui porte trop à débat, on va dire, sur des sujets houleux. Ok.
Et le dernier exemple, c'est si la publication n'a jamais été publiée avant, effectivement, c'est bien. Je reprends mon exemple du restaurateur tout à l'heure. Effectivement, le restaurateur qui va mettre toujours la même photo de son ardoise tous les jours à 11h12 du menu du jour, en fait, au début, il va avoir un peu d'interaction, puis le deuxième jour, le troisième jour, et etc., en fait, il n'y en aura plus. Pour la simple et bonne raison qu'il va dire, ouais, mais c'est pas original, en fait. Tu publies à peu près la même chose tous les jours à la même heure. Pas d'intérêt, quoi. Plus on respecte ça, mieux on est bon, plus Facebook a de chances de faire avancer votre publication, en tout cas. Ok ? Deuxième point, et c'est là où on s'énerve un peu plus, hein, c'est qu'on se dit, ok, j'ai 500 abonnés sur ma page Facebook, ou 500 mentions j'aime, j'aurais compris, il y a une similitude. Je me dis, s'ils sont tous connectés à midi pile et que je publie à 11h59, forcément, les 500 vont le voir, quoi. Ça coule sous le sens. Non. En fait, Facebook, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un petit échantillon représentatif, ok ? Il va prendre 1% de ces personnes-là, d'où des fois les 5-6 personnes maman avec le cœur rouge, ok ? Et en fait, en fonction des réactions de ce petit échantillon représentatif, ça va vous donner ce qu'on appelle un scoring, c'est-à-dire chaque action sur votre publication va vous donner un certain nombre de points. Ok ? Et vous l'aurez compris, c'est comme à l'école, quoi. Plus on a de points, mieux c'est. Plus Facebook va diffuser largement. En revanche, moins on a de points, plus Facebook va vouloir restreindre votre publication. Ok ? Donc les différents points, je vais passer assez rapidement, mais en gros, un j'aime vous donne 1 point. Alors pas de différence entre un j'aime, le waouh, le grrr, le j'adore et tout ça. Ça c'est 1 point, c'est une réaction. Un commentaire vous donne 6 points, c'est-à-dire que c'est 6 fois plus rentable pour vous d'avoir un commentaire qu'un j'aime. Ok ? Souvenez-vous, j'aime manger mon croissant le dimanche matin, et vous. Le et vous, il est prépondérant ici, parce que ça sous-entend que les gens vont, donner leur avis. Vous n'en avez rien à faire de l'avis des gens, des fois. Plus j'aurai de points, plus je vais toucher largement du monde. On a aussi un commentaire détaillé. Alors, commentaire détaillé, c'est un commentaire un peu plus long, vous savez, quand on clique sur voir la suite et que ça ouvre un peu plus grand, là. Ça, c'est ce qu'on appelle un commentaire détaillé, ça vaut 13 points pour le coup. Le partage, grosso modo, ça va donner 13 points, même si on pourrait dissocier un partage qui va pas générer d'engagement versus un partage qui génère de l'engagement. C'est-à-dire, monsieur va faire une publication, moi je vais souhaiter la partager à mon réseau il n'en a rien à faire, c'est-à-dire qu'ils vont pas aimer, ils vont pas commenter, je vais quand même donner 6 points. En revanche, si mon réseau il est intéressé, il va aimer, il va se questionner, il va passer du temps sur la publication, j'apporterai 13 points à monsieur sur la publication. Si on se penche sur la vidéo, vous faites une vidéo, je sais pas, de présentation de votre entreprise qui va durer 40 secondes, parce que c'est à peu près ça, le bon format vidéo de présentation d'une entreprise, on va dire 45 secondes, 1 minute 15 à peu près. Si votre vidéo, elle est visionnée pendant 3 secondes, vous allez avoir 0,25 points. Ok, c'est la même chose quand sur la copie à l'école, on met son nom et la date, 1 point pour l'encre, quoi. C'est à peu près ça. Là, ça vous donne 0,25 points. Pourquoi ? Parce qu'il se dit, c'est bien, t'as fait un bel effort, t'as fait une vidéo, mais en fait, t'as pas réussi à capter le chaland. La personne allait passer en moins de 3 secondes sur la prochaine vidéo. Ça veut dire que c'est les premières secondes qui sont les plus importantes. Exactement. C'est exactement ça. Dans la qualité des visuels et du média utilisé, il faut arriver à catcher le client dès le début, quoi. C'est clairement ça. En revanche, votre vidéo, elle est visionnée soit dans son intégralité, c'est-à-dire vous faites une vidéo de 30 secondes et la personne va jusqu'au bout, ou alors vous faites une vidéo d'1 minute 15 mais la personne y passe au moins 60 secondes. Là, vous gagnez 13 points. Vous avez une idée pourquoi ? Ouais, le contenu est intéressant. C'est un peu plus filou que ça. En fait, entre 2 vidéos où au bout de 60 secondes, Facebook, il a le temps de glisser une pub. Peut bien vous filer 13 points, quoi. Non. Donc c'est pour ça. Et en revanche, malheureusement, on n'est pas sur le monde des bisounours réellement. C'est-à-dire qu'un retour négatif, on n'est pas sur un -6, -1, -13, on est sur un -100. Ok ? Un retour négatif, c'est quoi ? Vous savez, des fois, quand vous voyez passer une publication et vous cliquez sur la petite croix en haut à droite, vous dites masquer ce contenu, parce que j'en ai marre, je l'ai déjà vu plein de fois. Là, vous avez donné -100 à quelqu'un. Autant vous dire que la publication, vous lui avez cassé les 2 genoux. Plus vous allez avoir d'interaction avec certaines personnes, c'est-à-dire que moi je reprends, vous faites des publications régulières, à chaque fois je vais mettre un j'aime ou un commentaire sur vos publications, forcément Facebook va me considérer dans ce 1% en disant « Ok, ce serait bien qu'on ait ton retour parce que souvent tu aimes ou tu commentes cette publication. » Donc oui, effectivement, le lien étroit entre une personne et une page compte pour beaucoup. Et rapidement, ce qui va aussi jouer dans les critères de classement de votre publication, vous savez, vous ouvrez votre application, et le fait que une publication soit en premier, puis en deuxième, puis en troisième, cet ordre-là, finalement, il y a aussi quelque chose qui fait beaucoup, c'est si vous parlez d'un sujet qui est considéré comme tendance. Ok ? Ça, c'est super important aux yeux de Facebook. Un sujet tendance, qu'est-ce que c'est ? J'en sais rien, si le 24 décembre, vous mettez le mot Noël dans votre publication, Facebook va l'avoir considéré comme un sujet tendance. Oui ? Alors, les musiques, quand on met dans les réels, effectivement, ça a du sens. Dans les réels, c'est dans les publications vidéo. On va dire ça simplement, complètement.
C'est-à-dire que faire un réel sur Instagram, tout du moins, où vous mettez pas de vidéo, ben, vous diminuez 80% la portée de la publication. Pas de son, pardon. Ouais, effectivement. Ouais, parce que c'est les musiques qui sont considérées comme tendance. Et oui, je suis navré. Et des fois, c'est pas terrible, hein, et c'est un peu borné. Mais c'est les musiques qui sont considérées comme tendance par les réseaux sociaux, et donc du coup, vous allez surfer sur cette tendance-là, et votre publication va être mise en avant. Et ce qui est complètement fou, en fait, parce qu'aujourd'hui, 70% des vidéos sont regardées sans le son. Ah ouais, parce que c'est agressif. Bah ouais. Mais c'est juste un outil de référencement, en fait. Faut quand même pas oublier que vous communiquez, vous, votre image de marque, et si une musique a rien à faire là-dedans, ben, autant pas la mettre. Mais moi, je suis là plus pour parler vraiment, vous donner les clés du camion. En tout cas, vous l'aurez compris, difficile de faire l'impasse sur l'outil de Facebook, 3 milliards d'utilisateurs mensuels. En France, on a aussi énormément de monde, pas loin de 30 millions d'utilisateurs. Donc, effectivement, les clichés du je vais y aller, hein. Facebook, c'est pour les vieux, en fait, il n'y a plus personne qui l'utilise. Enfin, c'est pas vrai. Effectivement, peut-être qu'une population plus jeune va avoir des connexions moins régulières, mais pour le coup, les gens s'y connectent quand même. Donc, pas vraiment laisser de côté cet outil-là. Nous sommes le 14, c'est la journée mondiale du diabète, par exemple. C'est-à-dire que vous faites une publication où il y a le mot diabète, ça peut paraître complètement idiot ce que je vous dis, mais Facebook va considérer votre publication attachée à un sujet tendance et vous allez remonter. Samedi, c'est la journée internationale de la tolérance, par exemple. C'est-à-dire que vous faites une publication samedi, souvenez-vous, jour plutôt propice aux publications Facebook, hein, fin de semaine, vous mettez le mot tolérance. Alors attention, il faut quand même qu'il y ait un rapport avec votre activité. Hein, c'est le challenge. Mais effectivement, si vous parlez de la tolérance le 16, ben effectivement, votre publication va essayer d'être beaucoup plus propulsée par Facebook, vous allez toucher plus de monde. Ok ? Ce calendrier marketing, je le donnerai à peut-être Élise ou Sandrine, je sais pas qui c'est qui voudra communiquer, et je vous l'enverrai aussi, vous l'aurez. Alors malheureusement, on est en novembre, c'est celui de 2024, on est un peu sur la fin d'année, mais au moins ça vous donnera une idée. Et le site qui s'appelle tease.fr, qui honnêtement le propulse tous les ans, et il est très bien ce calendrier-là. Maintenant, j'ai passé à Instagram. Effectivement, on est sur une population un peu plus jeune qui utilise Instagram, avec un nombre de connexions journalières qui est bien plus régulière que sur Facebook. Le réseau social est un tout petit peu plus utilisé par les femmes. Bon, en vrai, 48-52, honnêtement, c'est quand même du kiff-kiff. Ok. 80% le nombre de personnes qui ont acheté un produit ou un service parce qu'ils l'ont vu sur Instagram. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que certains veulent se plaider coupables là-dessus? Moi, oui. Très clairement. J'ai déjà été coupable. J'ai déjà vu un produit, un service sur Instagram et qui a fait que j'ai déclenché un acte d'achat derrière. Ouais. Je plaide coupable. Oui? Ah voilà, les langues se délient, c'est bien. Bon, ça marche. Instagram, il a une particularité, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la durée de vie d'une publication, ce que j'ai pu évoquer sur Facebook, elle est assez courte sur Instagram. Et vous le voyez, en fait, c'est parce qu'il y a tellement de gens qui publient que c'est impossible, quand on est abonné, même ne serait-ce qu'à 200, 300 comptes différents, de voir toutes les publications passer. On en rate. Ce qu'il faut savoir, dans les publications qu'on appelle classiques, donc publications comme ça, sur Instagram, on loupe 70 à 80% du contenu, en fait. C'est-à-dire, quand bien même j'ai 100 abonnés et que je publie une publication, je vais peut-être en toucher que 30 de mes abonnés. Parce que les gens, ils passent à côté, ils n'ont pas le temps aujourd'hui. Ok ? D'où l'importance du contenu de la story. La story a un énorme taux d'ouverture sur Instagram et c'est ça que les gens vont regarder en priorité avant de regarder le feed d'actualité aujourd'hui. Ultra important, par contre, dès lors que vous êtes dans une communication d'entreprise sur Instagram, c'est utiliser ce qu'on appelle un compte professionnel. Alors souvenez-vous, je fais le petit récap. Facebook, vous avez un profil avec des amis, attention, amis au sens Facebook du terme, ok, sur lequel va être attachée une page d'entreprise. La communication sur Facebook doit se faire depuis la page. Okay. Sur Instagram, en fait, on n'a pas vraiment de notion de page ou de compte différent ou de profil. On a ce qu'on appelle un compte. Dès lors qu'on crée un compte sur Instagram, il va être un compte plutôt personnel et il faut le transformer en compte professionnel pour avoir accès à la possibilité de faire de la publicité, avoir des retours statistiques, etc. Quand vous passez au compte professionnel sur Instagram, vous avez deux catégories principales. On a ce qu'on appelle créateur ou entreprise marque. Créateur, attention, c'est pas créateur au sens je confectionne des vêtements, je suis un créateur. Non, c'est créateur de contenu. Donc vous l'aurez compris, c'est plutôt la partie entreprise que vous devez viser. Marque, en tout cas. Ok ? L'exemple, hein, là ici, on serait sur un compte qui serait plutôt créateur, c'est-à-dire je suis entrepreneur, c'est-à-dire je parle en mon nom, vraiment, ce que peuvent faire aussi des fois les personnalités politiques. Hein. Ok ? Et par contre ici, je suis sur un compte professionnel d'entreprise, une marque, Chanty Biscuit, et on voit qu'on a la notion de catégorie, la notion d'épicerie par exemple.
OK. Ici, en fait, quand vous allez dans Compte, vous cliquez sur votre profil, Paramètres, Compte, et vous avez passé à un compte professionnel. Instagram, rapidement, je vous le fais, on a, voilà le fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a le seul endroit où vous allez avoir des informations sur votre entreprise, c'est-à-dire un peu ce qu'on aurait la rubrique à propos sur Facebook, c'est ce qu'on appelle sa bio ici. On est limité à peu près à 150 caractères. C'est extrêmement court, il faut être le plus efficace possible, parce qu'il faut que les gens ils se posent pas trop, qu'ils aient moins de questions possibles en lisant vos 4-5 lignes. Par souci aussi de technicité, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser les petits emojis, parce qu'une image vaut 1000 mots, une image considère un caractère, en une image on peut faire passer beaucoup d'informations. Donc on a vos différentes publications qui arrivent en bas, et on a aussi cette notion de story à la une. En gros, la notion de story, ça va pour tout le monde, c'est un contenu éphémère qui dure 24 heures, qui donne un peu ce contenu exclusif que je vais faire partager à mes abonnés. S'il y a un contenu que je trouve intéressant et que je souhaite qu'il soit accessible ad vitam aeternam par la suite, je peux faire ce qu'on appelle l'épingler à la une et en créer différentes catégories. OK ? Et donc là, ça va reprendre le même format de story, c'est-à-dire ce format de petites vidéos de 5 à 10 secondes ou de petites images 5 à 10 secondes qui vont défiler un peu comme un livre, quoi. Une histoire. Story, histoire, on y est. OK ? Et je peux effectivement le mettre et l'épingler à la une en haut dans ce qu'on appelle différentes catégories. OK ? J'ai un exemple juste après pour des idées de catégories qui peuvent être intéressantes. Ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est que le seul endroit pour présenter votre entreprise, c'est votre bio en haut. Effectivement, vous voyez les stories à la une, c'est pas pour rien qu'elles sont à la une, elles arrivent quand même plutôt dans le haut de votre espace compte. Donc c'est un espace privilégié là où les gens vont aller regarder régulièrement aussi. Donc le fait de mettre de l'information ici, je pourrais avoir une bulle par exemple, mes prestations de service. OK ? Je fais de la création de logos, je fais de la création du community management, je fais des choses comme ça. Ça permet d'évaluer tout ça. Je pourrais avoir une bulle les témoignages clients ou le on parle de nous. OK ? Tiens, comme ça directement les gens ils ont un peu les avis qui sont retracés, qui sont directement en haut. J'ai participé à un salon, une foire, un marché, et je veux faire un retour sur l'événement. Le salon du Made in France à Paris en 2024. Retour sur cet événement-là. Tac, et je mets toutes les stories, toutes les petites images qui vont considérer ce salon-là. En revanche, ce qu'on peut pas, pour épingler quelque chose à la une, il faut qu'elle soit passée en story classique avant. C'est-à-dire, je publie quelque chose en story, et a posteriori, je peux l'épingler à la une. Normalement, on a la possibilité dans ce qu'on appelle les archives de retrouver les stories qu'on a postées et on pourrait le récupérer depuis les archives. Effectivement, c'est pas pratique. Le mieux, c'est avant la fin des 24 heures de la story, je l'épingle à la une. Instagram, c'est une plateforme qui est multiformat. On peut publier plusieurs choses, donc publication classique, c'est-à-dire une photo, une image, plusieurs photos. On peut faire ce qu'on appelle des albums, c'est-à-dire que je peux publier plusieurs images d'un coup. OK ? Il faut savoir que finalement, en termes de retour statistique, ça marche pas énorme de mettre plusieurs images d'un coup. C'est juste quelque chose qui est basiquement humain, c'est-à-dire que Instagram, ça a une notion vraiment de verticalité. C'est-à-dire que je vais ce qu'on appelle scroller, je vais de haut en bas et je descends, tac, tac, tac. Sauf qu'en fait, les gens, quand ils vont s'arrêter, ils vont pas faire gauche à droite pour voir les autres photos. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont vraiment regarder plutôt les premières images, ils vont pas vraiment fouiner. Ou alors, il faut vraiment que ça les intéresse, c'est quelque chose. Malheureusement, dans les retours statistiques, il y a très peu de fois où les photos suivantes sont vues. Il y a des moments où ça peut être intéressant sur... je parlais d'un salon, par exemple, ou de retour à un événement. Typiquement, ici, j'en sais rien, si moi, j'étais amené à gérer le compte Instagram du Pays du Périgord Noir ou de la Chambre de métier, effectivement, retour sur l'événement... atelier réseaux sociaux du 14 novembre, ça peut être intéressant de mettre plusieurs photos pour venir illustrer. Mais il faut bien choisir la première, parce que c'est la première qui va faire le job. Okay. Et après, il y a une autre chose, c'est que Instagram, à l'inverse un peu de Facebook, ça demande un rythme de publication qui est plus élevé. Si on souhaite. Pour plein de raisons qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire, je vous ai dit, la durée de vie d'une publication sur Instagram, elle est assez courte, et que 70 à 80% des gens loupent le contenu, c'est-à-dire qu'il faut publier plus souvent pour qu'il y ait plus de monde qui voit votre publication. Où je vous disais sur Facebook qu'une publication par semaine pouvait suffire, sur Instagram, on n'est pas vraiment là, quoi. On est plutôt à, 3 par semaine, quoi. OK ? Si on souhaite vraiment être comme 80% des marques aujourd'hui, c'est à peu près 3 publications par semaine pour marquer de son empreinte sur le réseau social. Et donc, en fait, pourquoi c'est pas très bien non plus de faire des carousels ? C'est-à-dire que déjà qu'il va falloir faire 3 publications par semaine, la crise de la page blanche, des fois, ouais, Thomas, il est bien sympa, il m'a dit qu'il fallait que je fasse 3 publications par semaine, et moi, je sais pas quoi publier, quoi.
Ben, si on met si on met toutes les photos sous une seule et même publication, ben, on se crame les cartouches, quoi. À un moment donné, on n'a plus assez de contenu. Ok? Donc c'est pour ça, gardez-en sous la pédale et vous pourrez les republier a posteriori. Ça va? Ok, super. Les réels, la possibilité de créer des réels, la partie vidéo, souvenez-vous, la partie vidéo, aujourd'hui, c'est ce qui va réellement fonctionner et c'est ce qui va avoir la plus grande portée et qui permet une prospection et une fidélisation client au mieux. Ok? La story à la une, on a aussi la possibilité de faire des directs. Le live sur Instagram marche beaucoup. Ça a explosé pendant la période des différents confinements. Je déteste utiliser ces mots-là parce que m'explose la tête, mais à ce moment-là, le live a vraiment fonctionné. Je pense des fois au commerce d'habillement qui disait bah ok, voilà, j'ai tant de robes, tant de t-shirts, tant de pantalons, j'ai du 36, du 38, du 40, du S, du M, du L. Et puis les gens passaient commande directement parce qu'ils le voyaient en live. Ça a vraiment fonctionné. Un avantage du live aussi, c'est que vos abonnés sont notifiés. Vous l'avez déjà vu ça. Bah tiens, tel compte Instagram, blablabla entreprise est en direct actuellement. Cliquez ici pour aller le rejoindre. Donc c'est intéressant, ça notifie vos abonnés que vous êtes en direct. Alors, la story, c'est finalement un contenu qui va être éphémère, 24 heures. Le réel, si je simplifie, c'est une publication classique, donc qui va durer ad vitam, en format vidéo. Le réel, c'est une vidéo, mais qui a pour but de rester vraiment tout le temps et d'être vu a posteriori. Alors attention, le but d'un réel, c'est pas de faire un réel qui va durer des minutes et des minutes, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que le temps de lecture d'une vidéo, il a tendance vraiment à se raccourcir. Donc là, pas besoin de faire une édition à la Spielberg, hein. Le but, c'est vraiment de faire une petite vidéo courte, mais c'est juste pour bénéficier en fait du coup de pouce du format vidéo qu'Instagram a tendance à propulser. Si je zoome sur les publications, parce que c'est ce qui est important quand même à nos yeux aujourd'hui, alors on a parlé des stories, les stories à la une, dans les publications, il va y avoir certains chiffres qui sont importants, et c'est là où je vais rebondir sur la notion de hashtag. En fait, il faut utiliser au mieux tous les cadres qu'on a de disponibles pour mettre du contenu dans une publication sur Instagram. Donc, effectivement, point déjà un peu prédominant sur Instagram où on se dit il y a une vraie différence avec Facebook, c'est que sur Facebook, on voit d'abord le texte puis l'image. Ok? Sur Instagram, c'est l'inverse. On a d'abord l'image puis le texte. Ça veut juste dire que la priorité, elle n'est pas mise au même endroit. Sur Facebook, la priorité, elle va être sur le texte. Alors effectivement, il faut avoir un visuel accrocheur, quelque chose de sympa. D'ailleurs, sur Facebook, je peux mettre une publication où il n'y a que du texte, sans image. Je peux pas le faire sur Insta. Instagram, la priorité, elle est mise sur le visuel. Ok? Donc, on se prend pas trop la tête avec la description qui va être en dessous, qu'on appelle la légende. On n'a pas besoin de faire un texte qui va être long comme ça. Quelques mots, quelques lignes suffisent, parce que de toute façon, la plupart des gens, ils le lisent pas, ce texte-là. Une nouvelle fois, les réseaux sociaux sont ingrats, effectivement. Donc, qu'est-ce qui va être important? C'est de mettre une légende, pas quelque chose de trop long, parce que les gens vont pas le lire. Vous voyez en haut, Marguerite Bijoux Créateur, vous avez, il y a la notion de Bordeaux, de la localisation. C'est ultra important de mettre votre localisation. Ouais. En fait, pourquoi il faut le mettre sur chaque publication? C'est-à-dire que Instagram, à l'inverse de Facebook, Facebook, il est référencé par Google. Tout du moins en partie. Savoir que dans le monde de on va dire de la tech, ou tout du moins des business digitaux, Facebook et Google font partie de ce qu'on appelle les GAFA, les GAFAB maintenant, et ils sont un peu en guéguerre, quoi. Hein, c'est qui génère le plus de revenus, etc. Donc on a Google et Facebook d'un côté. Instagram fait partie du même groupe Facebook qu'on appelle Meta. Et donc en gros, pardon, aujourd'hui Facebook, il est référencé par Google. Je pense que ça vous est déjà arrivé, vous tapez le nom d'une entreprise dans Google, vous allez voir apparaître la page Facebook. Par contre, vous verrez pas le compte Instagram apparaître. Ou quasiment pas. C'est-à-dire que Facebook peut bénéficier d'un levier de trafic de personnes qui proviennent de Google, pas Instagram. C'est-à-dire que pour Instagram, pour que les gens vous trouvent sur Instagram, il faut qu'ils soient déjà sur Instagram. On est un peu dans cette logique de cercle fermé. Du coup, pourquoi c'est important d'avoir le lieu? Quand on clique sur un lieu, par exemple, je clique sur Bordeaux, je pourrais cliquer sur Saint-Cyprien, je pourrais cliquer sur Périgueux. En fait, ça va nous donner toutes les publications qui ont été créées, on va dire, à partir de ce lieu-là. Ces publications vont être classées de deux manières différentes. On va avoir les plus récentes et les plus populaires. Alors les plus récentes, il n'y a pas d'ordre, c'est complètement antichronologique, c'est-à-dire la publication qui a été publiée avec Bordeaux il y a 3 secondes, ben, ça sera la dernière. Ou tout du moins la première, par ordre d'arrivée. Ok ? Par contre, les plus populaires, c'est celle qui va avoir eu le plus d'interactions et le plus de vues en un minimum de temps. Donc sur des lieux comme Saint-Cyprien, c'est facile d'être dans les plus populaires, comme Bordeaux ou Paris, c'est plus chaud.
Donc ça, vous l'aurez compris, c'est le fait de mettre la localisation, c'est un élément qui va aider au référencement et au fait que votre publication puisse être trouvée par des gens qui ne vous connaissent pas encore. En fait, l'idée, vous l'aurez compris, c'est effectivement, il faut changer un petit peu les lieux. C'est-à-dire que j'ai fait une publication, j'ai mis Saint-Cyprien. Peut-être la prochaine, je vais mettre Périgord Noir. Peut-être la prochaine, je vais mettre Dordogne. Peut-être la prochaine, je vais mettre Nouvelle-Aquitaine. Peut-être la prochaine, je vais mettre Sarlat-la-Canéda, parce que je suis pas très loin et je sais que ça peut toucher du monde. Parce qu'en fait, si on utilise toujours le même lieu, ben on est en cercle fermé, en fait. On va toucher toujours les mêmes gens. C'est compliqué. Moi, c'est-à-dire que si je viens faire une formation et que je fais une publication ici et que je marque Rio de Janeiro, ça se voit, quoi. Ça, je peux pas. Ça marche pas. Ok. Et d'autant que vous allez peut-être pas toucher des gens qui peuvent vous intéresser. Des gens de Paris seront peut-être pas vos clients directement. Donc, il y a peut-être pas d'intérêt à le faire. Maintenant, je viens à la notion de hashtag. C'est le deuxième élément qui va faire que votre publication va avoir une portée. En gros, le hashtag, maintenant, qu'est-ce que c'est? En fait, je mets un hashtag ici, c'est un mot-clé. Vous voyez, par exemple, hashtag boucle d'oreille ou hashtag accessoire. Ok? Je mets ça sous ma publication. En fait, ça sous-entend, pour moi, un hashtag, c'est un dossier. C'est-à-dire que j'accepte que ma publication, celle-ci, se retrouve dans le dossier accessoire. Ok. Quand je clique sur le hashtag accessoire, je vais voir toutes les publications qui ont utilisé le mot-clé accessoire quelque part. Ok. Même principe que la localisation, deux différents types de classements, les plus populaires et les plus récents. Ok. Donc en gros, ça sous-entend que si vous mettez pas de hashtag dans votre publication sur Instagram, ben votre publication elle va être dans aucun dossier. Alors déjà, maintenant, il y a autre chose, c'est-à-dire qu'on peut s'abonner à un hashtag. Aujourd'hui, je peux être abonné à un hashtag. Si je souhaite faire de la veille concurrentielle et que je veux voir, je vais être abonné au hashtag artisanat, par exemple, ben, je vais voir toutes les publications qui utilisent le hashtag artisanat. Il y a beaucoup de gens qui s'abonnent au hashtag. Autre chose, c'est exactement le même principe. Vous savez, je vous ai expliqué les vidéos YouTube où on commence par regarder une vidéo de chat qui tombe et on termine comment faire un parquet dans sa maison. Okay, de l'un à l'autre, les sauts de puce là. C'est exactement la même chose qui va se passer des fois les gens quand ils passent du temps sur Instagram. C'est-à-dire qu'ils vont voir une publication et vont dire ah ouais tiens, tu vois il y a le hashtag bijoux fait main. Je vais cliquer sur le hashtag bijoux fait main et puis ça va me faire passer sur plein de publications. Ah mais celle-ci elle est jolie. Tu vois, je vais regarder cette publication. Ah mais cette publication, fais voir, elle est faite par exemple à Bordeaux. Mais tiens, je vais regarder qu'est-ce qui se passe à Bordeaux. Puis à Bordeaux, je vais tomber sur le hashtag cannelé. Ah bah tiens les cannelés, je vais voir, etc., etc. Se perdre sur les réseaux sociaux. Vous voyez cette logique-là? C'est là où des fois on s'énerve exactement de la même manière quand on passe 2 heures à regarder des vidéos et on se dit mais en fait je viens de passer 2 heures devant un écran de téléphone et je suis très énervé quoi. Ben, c'est la même chose qui se passe sur les hashtags. Donc vous l'aurez compris, vous n'utilisez pas de hashtag, ben, ça limite la portée. C'est ce qu'on appelle un volume de publication. En fait quand je vous disais, c'est la taille des dossiers. Si par exemple accessoire, ça va être peut-être un dossier où il va y avoir peut-être 1 million de publications. Ok. Peut-être que le hashtag bijoux fait main, il aura peut-être que 200 000 publications. C'est un plus petit dossier. Et en fait, c'est ultra important. On va dire, les hashtags sur Instagram, on peut en mettre jusque 30 dans une publication. Moi, je pense que 30, ça sert à rien, c'est beaucoup trop, ça fait un peu la verrue en bas, c'est trop, c'est pas terrible. Une dizaine, une quinzaine, c'est bien. Pour moi, une dizaine, c'est bien. Ok. Ce qu'il faut, c'est utiliser des hashtags, certains qui vont avoir des gros volumes de publications, peut-être 500 000, 1 million de publications. C'est intéressant parce que ça va être des endroits où il y a beaucoup de trafic, des dossiers où il y a beaucoup de monde. Qui dit il y a beaucoup de monde, effectivement, on est un petit peu l'épingle dans la botte de foin, mais en même temps, il y a beaucoup de monde qui passe. Et utiliser des hashtags à plus petit volume de publication, peut-être 50 000, 100 000, 150 000, pour avoir plus de facilité à ressortir dans les plus populaires. Et avoir, on va dire, presque un marché de niche, quoi. Quelque chose de très qualifié. Artisanat Dordogne. Hop, on restreint. Et donc, dans les 10, le but, c'est d'avoir des hashtags avec des gros volumes de publication et certains plus petits volumes de publication. En fait, les hashtags, alors il peut y avoir ce qu'on appelle un catalogue, c'est-à-dire comment trouver les bons hashtags, ça c'est aussi effectivement une difficulté supplémentaire. Mais en gros, juste le fait de mettre le signe dièse et une suite de caractères à la suite, ça crée un dossier, même s'il n'est pas créé avant. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas une liste qui existe et des hashtags qui ont été créés qui ne peuvent pas être créés. C'est-à-dire que si je veux mettre hashtag Tomahawk, qui est mon nom, je suis sûr et certain il n'y a personne qui l'a utilisé, celui-là, surtout au vu de mon nom de famille, quoi. Mais ça va créer un hashtag. Et ça va créer un dossier dans lequel il y aura une seule publication, celle que j'aurai faite. Alors après, moi, je pourrais vous faire passer, il existe des outils qui vous donnent des hashtags en fonction de votre secteur d'activité, qui sont tendances, qui sont intéressants. Il y en a un qui s'appelle Tags Finder, vous pouvez le noter. C'est Tagsfinder. Tags Finder, c'est un site internet où vous mettez par exemple artisanat et il va vous donner les 30 hashtags tendances qui sont liés à l'artisanat en ce moment. Ça permet d'avoir des idées.
Les stories sur Instagram, les marques en postent en moyenne 2,5 par semaine, soit presque 3 par semaine, une toutes les 2 jours finalement. Ok, c'est important. Le but, c'est de montrer un peu le contenu off, un peu les coulisses de l'entreprise. Je prends un exemple. Aujourd'hui, votre entreprise, elle n'est pas du tout dans le monde du numérique, ou je sais pas pour la plupart. Vous êtes un ébéniste, un menuisier. Le fait de faire une story pour dire je suis à un atelier réseaux sociaux, c'est les coulisses de votre entreprise et ça peut intéresser les gens en disant ok, peut-être y avoir du nouveau qui va arriver sur le compte Instagram parce que la personne est en train de se former. Ok. Complètement. Des fois, ça peut paraître complètement idiot. Aujourd'hui, je suis dans mon réseau d'entreprise. On ne sait pas, il y a peut-être Réseau 24, le BNI, des groupes comme le MEDEF, des rencontres d'entrepreneurs. Je prends juste une story d'un café et d'un croissant pour dire que je suis au BNI, au MEDEF ou dans mon réseau d'entreprise. Ça montre qu'on travaille et ça montre qu'on existe. La notion de la story, elle est là pour ça. Ce qu'on appelle un influx marketing. C'est exactement la même chose que lorsqu'on reçoit un SMS, vous savez, je reçois un SMS de Darty qui va me dire, en ce moment, moins 10% sur le rayon électroménager. J'en ai rien à faire, mais aujourd'hui, j'ai entendu le mot Darty. C'est un influx marketing. J'ai vu une story de votre entreprise, je sais qu'elle continue d'exister. Ok ? Les stories à la une, ok ? C'est un exemple. Là, je fais une passe décisive à Mélodie qui vous parlera tout à l'heure de cohérence et d'image de marque. Ce qui est important, c'est qu'on peut choisir ce qu'on appelle la couverture de la story à la une. C'est important d'avoir une certaine cohérence là-dedans. Ok ? Là, on a un exemple, et je crois que je dois avoir un autre exemple ici, d'autres exemples. Vous voyez, chaque petite bulle va avoir une couverture qui va être bien propre à la marque. Et du coup, alors comment on fait ? Ça, c'est un petit visuel qu'on pourrait faire avec Canva, par exemple, ce genre de choses. Okay. Et là, l'avantage, c'est que vous avez vraiment une cohérence dans l'image de marque. Je vois là le logo Michel Mabel, tac, derrière, j'ai les logos qui en découlent. Ok ? Ça permet d'avoir vraiment une image de marque centrée. Qu'est-ce qu'on y publie grosso modo sur Instagram pour résumer un peu ce qu'on vient d'évoquer, et je vais essayer de tracer parce que je sais que je dois passer la parole derrière, mais présentation de ces produits, hein. On essaie de pas dépasser si possible le 20% sur Instagram d'offres directes, d'outils vraiment commerciaux. C'est-à-dire, je vends des produits, j'en sais rien, je vends des bijoux, ça va être une publication sur 5 où je vais mettre en avant un bijou. Et le reste, je vais peut-être essayer de mettre en avant ma boutique, mon atelier, mon savoir-faire, des partenaires, des événements. Mais j'essaie de respecter le 1 sur 5 sur la partie pousser un produit en direct. Ok. Ça peut être l'histoire de l'entreprise, la vie de l'entrepreneuse, ce qu'on appelle le storytelling. C'est extrêmement important aujourd'hui parce que les gens et vos clients potentiels vont s'attacher à l'histoire de votre entreprise. Ok ? J'en sais rien, j'ai un gîte, une maison d'hôtes, le fait d'avoir les travaux, comment ça a avancé, le avant-après, c'est top. Les gens adorent ça. Ok ? Retour sur un événement, l'envers du décor, ce que je dis, le off de l'entreprise marche beaucoup. Et ce qui marche aussi, ce côté satisfaisant, c'est aussi les étapes de production. Je pense dans les métiers artisanaux, oui, effectivement, la restauration d'un meuble, par exemple, une vidéo en accéléré, c'est top. Les gens, ils aiment bien bugger dessus à 1h du matin pour s'endormir. Ça marche beaucoup. Et en story, faire participer sa communauté, dévoiler les coulisses, une activité qui va être du jour et surtout l'humain. Ce qui va primer sur les réseaux sociaux, ça va être l'humain. Oubliez pas, vous avez beau mettre une belle photo d'un meuble, si je reprends l'exemple d'un meuble versus un meuble avec un humain, ce sera l'humain qui aura la plus grande portée. Toujours. En gros, sur Instagram, on a différentes périodes dans la journée où les gens vont s'y connecter. Ok ? Les grosses périodes, c'est quoi ? On va avoir souvent le matin, avant l'embauche, grosso modo de 7h30 à 8h30, on va dire. On a la pause déjeuner, 12h30, 13h30. On a fin de journée, alors souvenez-vous, grosse génération de jeunes personnes qui utilisent Instagram, donc des fois on est fin de journée, ce qui peut correspondre des fois aux sorties d'école, on va dire aux fins de journée aussi chez les citadins, donc on va dire 17h30, 18h30. Et après, la quatrième grosse période, c'est le 22h+, quoi. 22h30+. Les enfants sont couchés, on a fait la vaisselle, c'est bon, on est tranquille sur le canapé, en train de bugger 2 heures sur le téléphone, quoi. Ok ? On a ces 4 grosses périodes de la journée. Il faut savoir que chaque période va avoir plus ou moins un temps de connexion qui va être différent. C'est-à-dire que le matin et le midi, les gens ils vont pas avoir énormément de temps à allouer à ces réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être avoir un temps de connexion par période de 5 minutes, allez 5-6 minutes, et puis ils vont fermer le téléphone et ils vont passer à autre chose.
En 5-6 minutes, qu'est-ce qu'on fait quand on ouvre Instagram que pour 5-6 minutes? On va regarder les stories et peut-être les 2-3 premières publications. C'est à peu près tout. Par contre, quand on a un temps de connexion qui est plus long, fin de journée et le soir, ben c'est là où on va se perdre de hashtag en hashtag, de ville en ville, etc. Ok? Ce qui sous-entend quand même que si vous publiez le matin ou jusqu'au milieu de journée, ben vous parlez à des gens qui vous connaissent déjà, parce qu'ils vont regarder votre story, vos publications. Donc on est dans une démarche de fidélisation. En revanche, si vous publiez le soir, fin de journée, ben c'est là où il ne faut pas se planter sur les hashtags et sur les lieux, parce que c'est là où potentiellement des gens peuvent vous trouver. Donc on est plus dans une démarche de prospection en fin de journée. L'algorithme, même fonctionnement que Facebook, le post va d'abord être montré à un certain pourcentage de ses abonnés et en fonction des réactions, des j'aime, des commentaires, etc., et ben Instagram va propulser votre publication. Ok? Le résumé, il est là. Je terminerai sur Instagram, la qualité du visuel prédomine au maximum. Pensez-y, c'est les beaux visuels qui vont parler. La légende un peu moins d'importance et on utilise bien tous les outils, à savoir les hashtags et le lieu, mais surtout on essaie d'avoir des images qui sont jolies et c'est pour ça que je vais pouvoir passer la main à Gwen. Eh bien, bonjour à tous, ou rebonjour. Du coup, je vais aborder assez rapidement l'importance en fait de la qualité de vos photos quand même sur les réseaux sociaux. Donc, il va y avoir des petits exemples et des petits conseils aussi à vous donner. Alors, c'est vrai que quand on n'est pas photographe professionnel ou dans l'image en tant que professionnel, parfois on se dit j'ai juste mon téléphone ou autre. Donc, je vais vous donner quand même quelques conseils pour prendre des photos qui auront du coup un impact sur vos réseaux. Voilà. Donc pour la qualité de la photo, en fait, ça va être autant la résolution de l'image qui va être publiée sur vos réseaux, ça va être le cadrage, la composition, qui en est un minimum, et aussi les petits détails auxquels on ne pense pas quand on prend une photo comme ça rapidement pour nos réseaux. Et du coup, je vais un peu aborder ce thème-là. Je ne sais pas si je cache un petit peu. Voilà. On va aborder directement sur votre image à vous, en tant qu'entrepreneur. Là, on n'en a pas parlé parce que c'est pas le propos du jour, mais sur LinkedIn, ça a beaucoup d'impact. Mais ça a aussi de l'impact, du coup, sur vos réseaux. D'avoir des selfies un peu comme ceci, parfois ne peut pas être vendeur, en fait, sur vos réseaux. Ce qui est bien pour le selfie, c'est quand vous montrez en story, et pas en publication, en story, les coulisses, comme le disait Thomas, les coulisses de votre entreprise, donc sur un événement ou un marché, ou même vous faites une randonnée, vous voyez un beau paysage, vous avez envie d'immortaliser en disant voilà, je suis ici. Là, en story, c'est possible. Mais c'est vrai qu'en publication, c'est important d'avoir une jolie photo de vous pour du coup vous représenter aussi en tant que personne entrepreneur sur vos réseaux. Donc, je vous donne un peu les clés de ce portrait, par exemple. Il faut penser à la lumière, il faut penser à la pose aussi, qui peut être parfois désavantageux. Donc, ne pas mettre trop bas votre appareil, par exemple, ou votre téléphone, pour pas avoir les trous de nez, tout simplement. Ou le double menton. Choisissez un fond, donc soit un fond uni qui représente votre code couleur de la charte graphique de votre entreprise. Donc ça, je laisserai à Mélodie en parler au niveau de la charte graphique et de la cohérence visuelle. Ou alors, ça peut être aussi votre entreprise en soi, si c'est un atelier, je pense par exemple à l'ébéniste, ça peut être votre atelier, voilà. Alors, voilà, là, c'est la partie résolution. Donc la résolution, on en parle souvent dans la com ou dans l'imprimerie. Vous avez deux types de résolution. Vous avez la résolution pour les réseaux sociaux, Internet, web, en général, et la résolution pour l'impression. Alors, l'impression, on va laisser de côté, c'est des détails qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, mais ça reste quand même assez important. Là, vous pouvez voir les deux exemples. J'ai compressé, donc ça veut dire que j'ai réduit la taille et la résolution, donc la qualité visuelle de la photo, pour que vous puissiez avoir un exemple. Là, c'est très pixelisé. Et parfois, quand on prend des photos pour nos réseaux, on ne pense pas à cet aspect-là, soit parce qu'on ne l'a pas pris en natif, comme le disait Thomas, soit on l'a pris d'une image Google ou autre, et donc c'est pixelisé, il y a le filigrane, etc. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire dans les réseaux, parce que du coup, effectivement, ça montre le côté un peu amateur,
et non pas professionnel. Et du coup, ça risque aussi de braquer certains futurs clients ou collaborateurs. Voilà. Donc, essayez de prendre le plus possible au niveau de la qualité. Donc, si vous prenez une photo avec votre téléphone, ne passez pas par des logiciels gratuits comme Pixlr, par exemple, et réduire la taille de la photo, tout simplement. Essayez le plus possible de le mettre en haute qualité sur vos réseaux, que ce soit sur Facebook comme sur Instagram. Après, le petit bémol sur Facebook, c'est que si c'est trop gros, le temps de téléchargement de votre photo pour un article ou pour un album photo va être très long ou parfois va bloquer puisque ça va être trop grand. Donc, ne voyez pas trop grand non plus. Par exemple, une photo qui va faire 45 cm de large, ça sert à rien sur les réseaux. Vous pouvez réduire un petit peu, mais gardez vraiment la résolution plus haute que 150. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont un peu perdues sur la résolution. Au niveau des codes, 72 dpi, normalement, ça devait suffire. Maintenant, sur les réseaux, c'est un peu plus. Alors, du coup, après, ce sont des petits exemples de composition que je montre. Si vous êtes, du coup, artisan ou si vous revendez des produits ou dans l'alimentaire, ça, on le verra aussi après. Si vous voulez effectivement sur votre feed Instagram, là je parle surtout d'Instagram parce qu'Instagram c'est quand même la vitrine des réseaux sociaux au niveau de la photo, où justement Thomas le disait, le visuel est plus important que le texte. Et donc là c'est important d'avoir des visuels qui sont plus impactants que sur Facebook. Et donc du coup, n'hésitez pas à essayer de mettre en valeur du coup vos produits. Là c'était un institut qui vendait ce produit-ci. Et c'était pour la fête des pères, tout simplement. Et du coup, pour avoir un style un peu plus, entre guillemets, masculin, parce que l'Institut est composé uniquement de femmes, on a décidé de reprendre les codes couleurs. Donc, ça reprend aussi la cohérence visuelle que Mélodie vous parlera plus tard. On a repris les codes couleurs et on a fait très géométrique, du coup, puisque la marque a sa géométrie directement dans son identité visuelle. Voilà. Donc, essayez avec votre identité visuelle à vous, de votre entreprise, de mettre en valeur votre produit. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre de la créativité, votre créativité, dans les photos, même si il restera des concepts de base. Par exemple, là, pour le produit, on l'a mis à plat et il ne faut pas, du coup, pas trop mettre en contre-plongée ou autre, ça va être un peu des jargons pro, mais en gros, il faut vraiment bien mettre l'appareil droit. Tout simplement, quand vous faites du plat, mettez-le bien plat, du coup. Il faut vraiment être parallèle à votre objet. Voilà. Ça, c'est un peu les bases, entre guillemets, du cadrage quand c'est à plat. Après, on le remarque assez vite sur les réseaux. Quand vous avez des visuels qui sont impactants, bien léchés, entre guillemets, comme on dit dans le jargon, mais vous allez voir que les photos pixelisées ou pas du tout cadrées ou juste prises comme ça sur le vif, ça se voit en fait. Du coup, on a plus tendance à regarder les publications ou les stories ou les réels qui sont effectivement de qualité plutôt que celles qui sont moins bonne qualité. Donc là, j'ai pris un petit exemple de ce week-end. Donc ce week-end, c'était un week-end Glamazon. C'est un week-end bien-être et du coup, je proposais des photos portraits. Et ça peut aussi, pour vous, être important de voir la différence en fait de luminosité et de couleur. Quand on a des photos qui sont trop sombres ou pas assez colorées, ça peut être un impact aussi négatif sur vos visuels et sur vos réseaux. Donc là, vous avez les deux différentes saturation et luminosité. Essayez d'avoir le plus de lumière possible en fait dans votre atelier ou chez vous pour l'immobilier par exemple. Allumez toutes les lumières en fait dans les pièces pour amener justement de la lumière sur vos photos. Comme la plupart n'ont pas forcément d'appareil photo mais plutôt le portable, plus vous avez de lumière externe, mieux c'est. Donc allez-y, il faut pas avoir peur. Après, il faut pas non plus que ce soit du flash, par exemple, avec le téléphone. Le flash ça va annuler toutes les ombres ou toute l'atmosphère que vous allez avoir de votre atelier ou établissement.
Et du coup, ça va donner cet effet un peu amateur et non pas professionnel. Alors, le sens du détail. Du coup, je vais vous laisser regarder un petit peu les deux photos et dites-moi ce qui change un petit peu dedans. Entre les deux, il y a un détail qui a changé. Par rapport à... Sauf la composition, mais il y a... En fait, en haut, vous avez un stylo, c'est un bic que tout le monde utilise. Et en fait, ce reportage, c'était pour un atelier d'écriture dans un château. Donc, pensez toujours à votre... voilà, il faut penser à vos produits, à votre image, pour mettre en valeur, du coup, vos produits. Donc là, l'atelier écriture, dans un château, on ne s'attend pas à avoir un bic dans les mains. Voilà. Donc, on change avec des accessoires, mettez des choses qui vous ressemblent, hein, toujours, ne montez pas non plus sur vos images, hein, mais prenez quelque chose qui est le plus valorisant pour vous, pour après l'utiliser sur les réseaux. Et outre effectivement ce détail du stylo, vous avez aussi la composition qui va changer, la luminosité, l'atmosphère. Voilà. Mais je voulais vous montrer quand même l'importance du tout petit détail qui change tout. Ça peut être aussi, par exemple, on prend une photo, je sais pas, d'un produit qui est sur une table. Si on voit vos pieds juste à côté, bon, c'est pas vendeur. Ouais. Je prends l'exemple de Vinted, par exemple, quand on met des photos pour pour des affaires, on voit les pieds des gens, bon, ça ne donne pas envie d'acheter. Ben, c'est pareil, en fait, sur les réseaux sociaux. Si vous faites pas attention, effectivement, à ce genre de petits détails. Mais voilà. Donc, essayez de penser quand même, quand vous prenez la photo, à ce que l'atelier, par exemple, soit bien rangé, qu'il n'y ait pas trop de bazar, sauf si vous voulez vraiment montrer le brut de votre entreprise en story. Là, par contre, voilà, il n'y a pas de souci. Je pense qu'au contraire, les gens sont friands de voir l'envers du décor. On en voit surtout en ce moment sur Instagram avec les trends où on dit bah voilà, je suis très organisée, j'ai acheté une petite boîte pour mettre mes perles, et puis finalement on met la boîte sur le bureau qui est entassé d'affaires. Voilà, donc ça peut être aussi un parti pris du coup d'humour pour vos réseaux et votre identité. Mais à force, en fait, quand vous allez prendre des photos aussi pour vous, pour vos réseaux, vous allez développer un petit peu ce sens du détail. Donc, ça s'acquiert naturellement à force de le faire. Alors, du coup, pour les métiers de bouche, je sais qu'il y en a plusieurs, n'hésitez pas, du coup, à mettre en valeur vos produits et à essayer de faire saliver un petit peu vos futurs clients ou vos followers, parce que du coup, ça reste, pour les métiers de bouche, hein, quand on regarde quelque chose, on a envie de le manger. Voilà. S'il y a un visuel qui n'est pas spécialement beau ou esthétique, on n'aura peut-être pas envie de saliver devant. Alors que si vous salivez devant, c'est sûr, à tous les coups, vous allez pouvoir engager du coup un intérêt au niveau de vos followers. Donc n'hésitez pas à les mettre en scène, à le dresser plutôt qu'à prendre le produit brut. Et voilà. Gardez une cohérence dans vos visuels. Donc par exemple, là j'ai pris un exemple de reportage immobilier, mais quand vous prenez des photos pour votre feed Instagram, surtout, Facebook, vous pouvez vous amuser, entre guillemets, à changer de contenu visuel, les coulisses, un produit, la vie en off de votre entreprise. Sur Instagram, il faut faire attention à garder une cohérence soit colorimétrique, soit de texte si vous avez du texte. Mais Mélodie vous en parlera un peu plus. Et c'est vrai que dans la publication feed Instagram, c'est une vitrine qui est en il y a à chaque fois 3 photos par ligne. Essayez de rester cohérent selon ce que vous souhaitez faire dégager. Donc, c'est-à-dire si vous voulez faire une série de produits, par exemple un parfum, essayez de faire vraiment 3 publications du parfum. Donc en détail, en plan large, un réel entre les deux, enfin peu importe. Mais il faut vraiment rester cohérent dans vos réseaux. Vous n'allez pas publier une photo d'une personne et de mettre juste à côté, je sais pas, voilà, du noir et blanc. Après, ça peut être un parti pris de faire couleur noir et blanc, couleur, puis après noir et blanc, couleur noir et blanc. En fait, par exemple, voilà. Logique qui se dégage de l'ensemble. C'est important. Donc soit vous pouvez faire 3 par 3 ou 9 par 9, enfin, voilà, peu importe, mais ou 1 par 1. Donc là, par exemple, pour tout ce qui va être immobilier, parce que c'est l'exemple que j'ai pris,
Vous pouvez faire, par exemple pour les hôtels et les chambres, vous pouvez faire la vue de la chambre, puis après un détail de cette chambre. Enfin voilà. Ou alors un détail, la vue plan large, plus un autre détail. Mais il faut rester dans la même ambiance et surtout pas mettre de filtre, par exemple. Si vous avez la photo de votre chambre qui est plutôt dans les tons bleus, mettez pas quelque chose de jaune à côté. Voilà, ça risque du coup de trop trancher sur vos réseaux. Si vous avez effectivement une activité où vous avez plusieurs contenus différents, essayez de voir avec un calendrier du coup de publication, d'être assez cohérent dans le visuel. Par exemple, si, je sais pas, peut-être que tu pourras apporter plus de détails, mais si vous faites du spectacle vivant, puis après des répétitions ou le programme du spectacle, il faut que vous puissiez vraiment bien coordonner ces publications pour que sur le feed Instagram, ce soit pas un méli-mélo de tout. Outre l'importance de la qualité, là, c'est vous montrer aussi vos valeurs. Les réseaux sociaux, c'est aussi vous montrer vos valeurs, vos envies du moment. Donc, vous pouvez tout à fait le faire. Après, c'est juste qu'il faut être cohérent dans la qualité en général. Si, par exemple, je donne un exemple comme ça, mais si votre chambre s'appelle rose, vous pouvez tout à fait, après, mettre une rose qui est juste à côté de votre chambre d'hôte, par exemple, pour faire le lien. C'est un exemple comme ça, hein. Mais vous pouvez tout à fait changer de sujet tant que vous restez cohérent après dans vos réseaux, dans votre feed Instagram surtout. Mais voilà, il faut rester cohérent dans la colorimétrie, dans la qualité de la photo. Donc, prenez pas une photo de portable, puis après une photo ultra HD. Là, ça sera plus cohérent dans votre feed et du coup, ça risque de faire impacter aussi non seulement l'algorithme, puisqu'il va détecter que la photo n'est pas forcément de bonne qualité. Enfin, voilà. Je vais vous parler en particulier de l'image de marque et surtout de la cohérence visuelle. Et ensuite, on abordera un petit peu la rédaction d'un contenu attrayant, histoire de poursuivre un petit peu tout ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Donc, partie 1, l'image de marque, la cohérence visuelle. C'est quoi l'image de marque ? C'est tout ce qu'on va percevoir, ce qu'on va ressentir, ce qu'on va voir de vous de l'extérieur. C'est parce que vous pensez de votre entreprise, c'est ce que les gens pensent de votre entreprise. Ça passe par plein d'aspects. Moi, ce qui va m'intéresser, évidemment, c'est tout ce qui va être visuel. Donc, c'est de ça qu'on va parler. J'ai coutume de dire que l'entrepreneuriat, c'est un peu comme une soirée un peu select, où on va faire attention à comment on s'habille pour aller à cette soirée, parce qu'on sait que les gens, ils vont nous juger au premier regard quand ils vont nous voir arriver. Donc, si on arrive en pyjama comme le monsieur, la vie sera pas forcément le même que si on arrive et qu'on est fier de la façon dont on est habillé. Après, ça peut être un parti pris d'arriver en pyjama, mais mais voilà, parce qu'en fait, c'est plus facile de séduire les gens au premier regard que d'avoir un a priori un peu négatif parce qu'on a publié du contenu qui est pas très bon ou quoi, et ensuite de dire attendez, je suis quand même super sérieux, mon entreprise elle vaut la peine, etc. Donc voilà. Et donc la cohérence visuelle, c'est un des outils qui permet d'avoir une image de marque plus forte. C'est créer une constante dans tous les éléments de communication visuelle que vous allez avoir. C'est créer un lien qui les relie tous entre eux et à votre entreprise. Et donc concrètement, c'est faire tout le temps la même chose. C'est garder les mêmes codes graphiques sur tous vos supports, quels qu'ils soient internes, externes, imprimés, numériques, statiques, animés, tout ce que vous sortez de votre entreprise, ça doit avoir un lien. Et du coup, l'intérêt, c'est que du coup, c'est un peu magique parce que c'est cool, c'est facile à mettre en place, on fait tout le temps la même chose. Du coup, ça vous simplifie la vie. Et en plus, ça vous donne une image beaucoup plus professionnelle. Donc ça, c'est déjà un bon argument pour la mettre en place. Mais en plus de ça, pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça va donner une image beaucoup plus vendeuse de vous. Est-ce qu'on a plutôt envie d'acheter chez quelqu'un où on a l'impression que c'est un petit peu brouillon, c'est un petit peu flou, c'est pas très clair, on sait pas trop ce qu'il fait, on voit pas trop de liens entre les publications, du coup on les reconnaît pas toujours dans le contenu, dans le feed. On va plutôt avoir envie d'aller vers quelque chose qui va être structuré, qui va être constant, qui va être harmonieux, parce que ça reflète une forme de fiabilité et ça vous donne de la crédibilité en tant que professionnel. Donc tout ça, ça crée de la confiance et on va acheter quand on a confiance. En plus de ça, ça crée un ancrage visuel de votre marque dans les esprits, c'est-à-dire qu'à force de le voir,
C'est comme quand on parle de soi, quand on échange dans des soirées d'entrepreneurs ou ce genre de choses, où on parle de soi et quelques jours plus tard, on ne sait plus très bien c'est quoi exactement son métier, c'est quoi exactement son activité. C'est de la répétition, en fait. Plus on parle de ce qu'on fait et de différentes manières, plus les gens vont le comprendre profondément et du coup, potentiellement, se reconnaître dans leurs problématiques ou dans le produit et se sentir concernés et donc vous suivre et peut-être acheter. Et puis, ça sert aussi à se démarquer parce que si on crée un ancrage visuel avec des éléments qui sont un petit peu différents, un petit peu démarqués par rapport à vos concurrents, ça aide aussi à rester dans les esprits. Ça crée aussi un lien émotionnel avec votre clientèle parce que les formes et les couleurs, ça provoque des émotions chez les gens. C'est exactement ça mon métier, c'est manipuler les formes et les couleurs de façon à faire passer le message que vous voulez faire passer aux clients que vous voulez toucher. Parce que toutes les émotions vont pas correspondre à toutes les activités et pas forcément correspondre à vos valeurs ou à ce que vous voulez transmettre. Un rouge vif, par exemple, c'est assez fort, ça peut même paraître violent pour certaines, dans certains cas, ou aborder des notions particulières, alors qu'un bleu clair, tout de suite, c'est beaucoup plus calme, ça va beaucoup plus parler de confiance, d'apaisement, ce genre de choses. Et donc, l'intérêt de la cohérence, c'est aussi de créer une reconnaissance visuelle immédiate. C'est-à-dire que dès qu'on voit votre contenu, que ce soit un flyer dans une boutique, que ce soit un contenu sur vos réseaux sociaux, que ce soit sur votre site internet, peu importe, tout ce qu'on voit, ça a un lien, donc on sait que c'est vous. Même quand on voit pas le logo, on sait que c'est vous, parce que c'est les couleurs, c'est les typographies que vous utilisez tout le temps. Et donc, ça crée des repères qui font qu'aujourd'hui, si je vous parle de La Poste, vous voyez une voiture jaune dans votre tête, ou si je vous parle de Coca-Cola, vous voyez une canette rouge. Là, un petit exercice, est-ce que vous avez l'impression que ces deux visuels sont issus de la même entreprise ? Non, pas trop. Eh ben, c'est une expérience que j'ai eu envie de vous partager parce que c'est la newsletter de J'adopte un projet. Alors, je ne sais pas si j'ai loupé le mail où ils ont dit qu'ils changeaient d'identité visuelle, mais un jour, jusqu'ici, je recevais des mails comme ça, et un jour, j'ai reçu un mail comme ça. Je dis, mais c'est quoi ça ? Et en fait, là, pour le coup, il n'y a aucun lien entre les deux. C'est normal parce qu'ils ont fait un rebranding, ils ont changé leur univers visuel. Mais la différence est flagrante. Et sur le coup, j'avais pas lu, j'avais pas pris le temps de lire, j'avais pas lu qu'il y avait marqué « J'adopte un projet ». Et j'avais pas compris que c'était la même entreprise. Et je me suis dit, mais moi, je me suis pas abonnée à ça, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et du coup, je me suis désabonnée. Donc, ça peut vraiment avoir une incidence, en fait, d'avoir une cohérence ou de ne pas en avoir. Autre petit exercice, qu'est-ce que vous voyez comme point commun entre ces deux visuels ? Ça, c'est des visuels Instagram pour la tâche rapide. Il y a les couleurs qui sont similaires, la police de caractère, voilà, le logo qui revient toujours en haut à gauche et le petit vélo qui est toujours en haut à droite, et les cartouches, du coup, qui sont toujours derrière les titres. Ça, c'est le contenu que je crée jusqu'ici pour la tâche rapide. Depuis quelques mois, je crée plus de contenu pour eux, mais pendant des années, j'ai été leur community manager. Et donc, pour le coup, j'ai pas créé la charte graphique parce que c'était déjà existant quand je suis arrivée. Pour la petite histoire, j'ai fait un service civique chez eux en tant que chargée de communication, et après, du coup, j'ai continué à travailler pour eux. Et du coup, c'était une autre graphiste qui avait créé tout l'univers, et donc je m'en suis, entre guillemets, emparée. Et dans cet univers, il n'y avait qu'une seule typographie. Et c'est plus facile, en général, je vous dirai tout à l'heure, d'avoir plusieurs typographies pour hiérarchiser son contenu et avoir une façon de différencier les différents éléments dans une image, enfin dans un contenu. Et là, il n'y avait qu'une seule typographie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé plusieurs couleurs et plusieurs façons de les démarquer avec ces cartouches de couleurs pour créer une hiérarchie. Tout en ayant du coup là il n'y a pas exactement la même mise en page. Ici on a un petit encapsulage arrondi. Je vais beaucoup utiliser d'encapsulage arrondi pour mettre les photos sur les contenus de la tâche rapide parce que c'est plus joli que d'avoir juste la photo rectangulaire posée. Et là non, parce que ça s'y prêtait plus de découper la tête du personnage, mais cela dit, on comprend que les deux sont liés. Après, voilà, il y a des éléments graphiques récurrents. Il y a une petite carotte qui apparaît régulièrement. Je ne l'ai pas mis sur celui-ci, mais souvent, elle se cache quelque part. Donc, voilà, ça crée des petits repères. Alors ici, trouver l'intrus. Ça, c'est des feeds d'Insta qui existent vraiment. Celui du milieu, pourquoi ? Parce que c'est bordélique.
c'est le mot qui vient en premier. C'est bordélique. Ça donne pas très envie de l'extérieur. Ça donne pas l'impression que c'est très professionnel. Alors que la personne est sûrement très professionnelle dans son travail, mais ça se voit pas de l'extérieur. Alors que là, c'est le feed parfait. C'est hyper bien ordonné. Là, on sent qu'il y a eu un calendrier éditorial derrière, c'est-à-dire qu'elle sait exactement qu'est-ce qu'elle va publier, dans quel ordre, afin qu'il y ait toujours cette trame qui se mette en place. Et qu'est-ce qu'on voit ? Tu pourras soulever le point avec moi. C'est que toutes les images, elles sont toutes dans la même ambiance de couleur. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette ambiance un petit peu marron clair, ces petits bouchons en liège, encore du liège. Voilà, des fonds qui vont revenir, tout ce qui va faire que l'ensemble est harmonieux. Et ici, bon, ça c'est le feed de la tâche rapide. Alors la tâche rapide, le deal qu'on avait, c'était que je créais des posts en fonction de ce qui me donnait comme information. Et de temps en temps, vu qu'ils ont leur quotidien et qu'ils ont des fois envie de partager l'info, de temps en temps, ils publiaient des trucs eux-mêmes. Donc ça fait qu'on n'avait pas vraiment de programme de publication qui permettait d'avoir une grille comme ça. Cependant, on a quand même une unité de style. Et pourtant, il y a 2 gammes de couleurs différentes. Pourquoi il y a 2 gammes de couleurs différentes ? C'est qu'il y avait 2 sujets différents. En fait, à l'origine, il y avait même 3 sujets différents parce qu'ils avaient plusieurs activités. Et donc, on avait une gamme de couleurs par activité. Bon, c'est spécifique à leur entreprise à eux. Mais pour faire simple, tout ce qui était en vert, c'est ce qui va concerner les biodéchets. Parce qu'ils font de la collecte de biodéchets qui revalorise en compost, en fait. Tout ce qui va concerner l'association en elle-même, parce que c'est une association, c'est dans les couleurs avec un petit peu de rouge, un petit peu de jaune. Et il y avait une 3e activité à l'époque, c'était la collecte et la consigne de bouteilles. Et donc là, il y avait une autre gamme de couleurs, mais tout était relié par des petits détails, par le gris, etc. Il y a toujours un lien entre, et toutes les mises en page sont similaires. Je le dirai plus tard, mais c'est pas grave de pas avoir un feed parfait comme ça. Il y a peu de gens qui peuvent avoir un feed parfait comme ça parce qu'il faut être super organisé et avoir beaucoup de temps à consacrer à la création de contenu. Sur Instagram, c'est vrai que ça se voit beaucoup parce que le feed rassemble tous les posts. Sur Facebook, on s'en fiche, on les voit pas tous ensemble. Donc, l'important, c'est qu'il y ait un lien entre eux. S'ils sont pas calés comme ceux-là, c'est pas très grave. Pour pouvoir mettre en place une bonne cohérence visuelle, il faut avoir déjà des outils pour pouvoir la créer. Donc, les outils, ça va être avoir une identité visuelle qui est définie. Pour avoir une identité visuelle définie, il faut plusieurs choses dedans. Déjà, un logo, c'est pas mal. Si on a un logo, déjà, c'est bien. Moi, évidemment, je vais vous préconiser d'avoir plusieurs formats de logo parce que dans certaines situations, le logo, il va être tout petit en bas et on va pas pouvoir lire le texte dessous. Donc, c'est bien d'avoir un petit symbole à la place du logo complet. Là, par exemple, pour le boudoir, on a créé un logo principal. Ça, c'est le logo à privilégier quand on a l'espace pour le mettre. Dessous, il y a une petite baseline et effectivement, là, en petit, vous pouvez pas la lire. Donc ça, en petit, ça sert à rien. Là, on a une autre version qui est sans le petit macaron pour les espaces où on a plus de largeur que de hauteur et où du coup, ça rentrerait pas très bien, ce serait pas très joli. Et ça, c'est une version, pareil, très large, mais pour les espaces où on ne pourrait pas lire la baseline non plus. Ça, c'est pour les espaces plutôt hauts et étroits. Et ça, par exemple, pour les photos de profil sur Facebook, Instagram, ça marche bien, ça. Et là, là, je me suis un petit peu amusée parce que du coup, on habille, je vous montrerai juste après, on habille pas mal les documents avec ce format arche qui est assez élégant. Et puis ça, c'est le petit symbole. Pareil, si ça, on peut pas lire sur le petit macaron Instagram, on met celui-là, comme ça, on voit que le logo, c'est propre, ça fait pas de fioritures en petit, etc. Après, c'est bien d'avoir plusieurs versions, c'est-à-dire une version en couleur, bon là, celle-là, c'est le bonus, une version blanche et une version noire, parce que selon les cas de figure, ça va pas forcément se prêter au fond que vous allez avoir. Ça peut, selon aussi à qui vous allez donner votre logo, ça peut apparaître sur des flyers, etc. Si le fond il est noir et que votre logo il est noir, on va pas le voir, donc c'est bien d'avoir une version blanche. Voilà, tout un tas de versions qui sont très utiles au quotidien. Ensuite, on a une palette de couleurs, super important la palette de couleurs. On fait pas en fonction des saisons, parce que là je vois passer des fois des trucs sur l'automne, etc., les citrouilles, du coup tous les posts sont orange. Non,
Enfin, ça peut être événementiel pour une raison précise, mais globalement, on respecte toujours sa charte graphique, donc on respecte toujours sa palette de couleurs. L'idéal, c'est d'avoir 2 couleurs principales et éventuellement une couleur d'accentuation. Déjà 2 couleurs, c'est bien. Et du coup, attention au contraste, parce que l'enjeu, c'est d'avoir toujours une bonne lisibilité. Si votre contenu n'est pas facile à lire, personne ne va le lire. Les gens, ils passent 2 secondes sur votre contenu avant de décider s'ils vont le lire plus profondément ou pas. Donc il faut les convaincre assez vite. Donc c'est bien d'avoir une couleur claire et une couleur foncée. Là, pour le boudoir, on a plusieurs couleurs qui forcément... Enfin, celle-ci, elle passe bien sur le... Ça, c'est un rose framboise. Ça se voit pas très bien, mais c'est un rose framboise. Et ça, c'est un marron assez foncé. Et ça, c'est un doré, donc. Le doré, il passe bien sur les 2 autres. Mais à l'inverse, par contre, c'est pas très beau. Donc, j'ai introduit plusieurs autres couleurs qui vont bien matcher ensemble. En fait, moi, je fais plein de tests pour voir dans les combinaisons qui fonctionnent pas, afin que ce soit toujours bien lisible. Après, il faut avoir 1, 2, éventuellement 3 polices de caractère. Comme je vous démontrais tout à l'heure avec la tâche rapide, il n'y en a qu'une, mais j'arrive à l'utiliser de façon à ce que ce ne soit pas redondant et que ce ne soit pas plat. Parce que ce qu'on veut, c'est créer du relief dans les contenus. Il ne faut pas que ce soit tout plat. Voilà. Donc on peut refaire du relief par la taille, on peut faire du relief par l'épaisseur des caractères, ce que nous, on appelle la graisse. Parce que les polices de caractères, vous les connaissez dans les traitements de texte sous forme de regular et bold. Mais en réalité, il y a plein d'autres épaisseurs qui existent. Ça va du extra thin à extra bold. Donc il y a plein de palettes de graisse qui existent et qui sont super pratiques pour hiérarchiser du contenu tout en ayant une seule typographie. Donc certaines en ont et d'autres en ont pas. Là, par exemple, celle-ci, ça c'est la police de titre du boudoir. Je crois qu'elle existe que dans cette épaisseur et en italique. Du coup, pour le coup, j'ai pas gardé que celle-ci. Puis de toute façon, comme vous voyez, pour faire des paragraphes, c'est pas idéal parce que ça tasse un petit peu. C'est vraiment fait plus pour avoir de l'espace autour. Alors que celle-ci, elle se prête très bien aux paragraphes de texte. Donc là, j'ai choisi deux typographies qui s'accordent bien ensemble. C'est bien en général d'avoir une typographie très lisible effectivement pour les paragraphes, et on peut tenter un petit peu plus de fantaisie pour les titres, mais pas trop, quoi. Partez pas sur des trucs où avec des fioritures partout, parce que c'est hyper difficile à lire, et surtout si vous te mettez en majuscule, ça devient horrible. Donc on évite. Dans le style graphique, il faut aussi garder des éléments récurrents. Bon, ça c'est un peu bonus. Au fur et à mesure du temps, on peut se rendre compte qu'on aurait besoin de ça ou de ça ou de ça. Là, pour le boudoir, on est allé assez loin dans la définition de tous les éléments de la marque. Et donc, j'ai créé 4 motifs qui habillent les supports. À l'arrière-plan, en fait, c'est à peine visible, c'est très fin pour pas être trop chargé, mais ça crée une petite texture qui fait que c'est le boudoir et c'est pas n'importe qui d'autre, quoi. On a créé aussi une gamme d'icônes qui peuvent apparaître sur le site, qui peuvent apparaître sur les flyers, qui peuvent apparaître sur les contenus sur Insta, etc. Qui ont l'avantage d'être du coup multilingues, c'est-à-dire que même si on ne comprend pas ce qui est marqué sur le flyer, on voit qu'il y a un truc de clé, un petit lit, une valise, on comprend qu'il y a une histoire de voyage et d'hôtel quelque part, quoi. Nous, on a défini que toujours toutes les photos seraient dans une ambiance assez douce, avec des teintes un petit peu rosées. Avec donc beaucoup de lumière, beaucoup de clarté, quelque chose qui soit un petit peu frais. Et donc plutôt dans cette ambiance un petit peu rose, en référence évidemment aux couleurs de la palette. Donc tout ça c'est bien, on a défini plein d'éléments, mais après il faut les mettre en page. Et il faut garder une logique dans sa mise en page. Donc il y a des choses qui vont revenir régulièrement. Là, on a les cartes de visite du boudoir, ça c'est un template, un modèle de poste que j'avais créé pour voir justement si ça fonctionnait ou pas. Et ça, c'est la carte du menu et du salon de thé. Donc, il y a quand même des choses qui reviennent. Il y a le petit cadre doré. Alors, je ne l'ai pas mis sur les cartes de visite. C'est un choix qui est dû aux techniques d'impression qui ne sont pas toujours précises au niveau de la découpe. Et du coup, le cadre peut être un peu mangé. Et là, ça ne fait pas pro du tout. Donc, on évite les cadres sur les bords des contenus imprimés. Mais dans l'absolu, si j'avais voulu garder une totale cohérence, je l'aurais fait aussi. Donc il y a des choses qui reviennent, les titres en rose ou en doré, le texte toujours en noir, en marron foncé pour garder
toute la palette de couleurs. Et donc, je sais pas si vous voyez. Là, ça se voit assez bien. Le motif est utilisé en arrière-plan pour habiller. Ici, il y est aussi, mais il est beaucoup plus pâle parce que sinon, on ne peut pas lire le texte. Attention au chevauchement, parce que souvent, surtout avec les photos, je vois du texte sur des photos ou en chevauchement sur une partie blanche et une partie photo, on ne peut pas lire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens, en 2 secondes, ils vont se dire « Ah bah, c'est compliqué, je passe ». Donc, faut vraiment faire attention à la lisibilité du contenu. Et donc là, on retrouve le petit logo en format arche qui passait bien sur ce format-là, parce qu'on est tout en hauteur. Ici aussi, le médaillon, tout en hauteur. Ça marche mieux que le rond et ça marche mieux que la version qui est large. Celle-là, là, sur les cartes de visite, bah, ça l'aurait pas fait parce que ça aurait été tout assez là. Ça aurait été tout petit, ça aurait pas habillé. Il aurait fallu qu'elle soit dans l'autre sens, la carte de visite. Mais par exemple, pour la tâche rapide, comme je vous montrais tout à l'heure, ils ont plusieurs branches dans leur association. Et donc, on avait des points communs dans le sens où la typographie était la même et le type de mise en page était le même, mais on avait un code couleur différent qui permettait de distinguer les deux. Ça peut être ça. Après, si c'est des activités vraiment très différentes et que ça touche pas non plus le même public, bah, c'est mieux d'avoir 2 comptes différents parce qu'on veut toucher une clientèle en particulier sur tel compte et une autre sur un autre compte. Donc, si vous n'avez pas d'identité visuelle définie, c'est ça qu'il faut faire en premier. Ça vous donnera, déjà, vous, de l'extérieur, vous aurez l'impression d'avoir un truc structuré, d'avoir une direction à suivre et ça soulage un peu l'esprit de se sentir encadré. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ce qui se fait aussi ailleurs. Alors, comme on disait, on copie pas, on s'inspire, mais ça peut donner plein d'idées. Ça peut éduquer l'œil aussi, parce que c'est vraiment un travail d'éducation de l'œil, de voir des contenus, de consommer du contenu pour se rendre compte de qu'est-ce qui est élégant, qu'est-ce qui l'est pas, comment placer la lumière, comment placer les produits. Voilà, ça c'est des choses. Si on regarde pas un petit peu ce qui se fait, il faudra du temps pour l'apprendre par soi-même. Et puis comment se démarquer aussi, parce que ça peut être intéressant de regarder ce que font les concurrents. Est-ce que j'aurais pas envie de faire un truc un petit peu différent qui casse un peu les codes, histoire de me faire remarquer? Ça dépend des stratégies de chacun. Ça, c'est le petit feed Insta le petit post carousel Insta que j'avais fait pour présenter l'identité du boudoir. C'est pour vous montrer que même dans une disposition complètement différente que des supports que j'ai fait pour eux, on reconnaît quand même qu'il y a une forme d'unité avec les couleurs qui reviennent, les formes, etc. Ensuite, l'enjeu, ça va être de respecter cette identité qu'on a définie. Parce que c'est bien d'en avoir fait une, mais si on la respecte pas, ça sert à rien. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de toujours utiliser le logo qui est adapté à la situation, ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire donc quand on peut pas lire, on met pas une version où il y a une baseline dessous, ça sert à rien parce que personne pourra la lire. Voilà, c'est que du bon sens en fait, c'est juste d'être logique et de faire les trucs de façon à ce que ce soit toujours bien harmonieux. Et par exemple, dans une ligne de logo en bas d'un flyer, bon, c'est sûrement pas vous qui allez vous trouver à faire des flyers, c'est plutôt moi, mais ça m'arrive souvent que je me retrouve avec, par exemple, une ligne de flyers qui sont tous larges, et puis tout d'un coup, j'en ai un qui est en hauteur. Et ça fait un peu tâche sur le truc. Alors à chaque fois, est-ce que vous n'avez pas une version large de votre logo pour que l'ensemble soit harmonieux et que ça fasse pas... Je l'ai dit tout à l'heure, mais on utilise toujours et uniquement ces couleurs et ces typos. On se laisse pas, avoir par les polices à la mode, les trucs qui suivent les saisons, parce que qu'est-ce qu'on veut nous, c'est imposer notre marque, que tout le monde nous reconnaisse et qu'on soit. En fait, c'est une identité vraiment au sens où c'est votre empreinte digitale, elle est unique, elle est à vous et donc on n'en change pas tous les 4 matins. Parce que si Coca-Cola, Apple ou La Poste avaient fait ça en changeant leur typo, leur couleur, leur truc tous les 4 matins, on n'aurait pas, ils n'auraient pas la mémorabilité, la reconnaissance qu'elles ont aujourd'hui. Et là, quand je vous parle de ça, vous avez tout de suite des images, des trucs qui popent dans votre tête. Donc une image forte, c'est une image qui dure. Une image qui dure, c'est une image qui traverse le temps, qui se fane pas et donc qui part pas dans tous les sens. On va donc essayer de conserver toujours un peu le même style de mise en page puisqu'on l'a défini juste avant. Et on va essayer de résister au modèle Canva.
parce que je sais que ça, c'est un truc que tout le monde adore. Mais en fait, c'est contre-productif. Déjà parce que c'est long à chercher exactement le truc qu'il nous faut, qui rentre bien avec le nombre de textes qu'on a. Et en plus, on passe 3 heures à essayer de les adapter avec notre texte à nous et on se rend compte qu'en fait, ça dépasse grave le titre et qu'on ne sait pas comment le placer pour pas que ce soit moche. Et en plus, c'est pas du tout cohérent. Même si on remplace même si on remplace les typos par les nôtres et les couleurs par les nôtres, on sent que d'un poste à l'autre, c'est pas tout à fait harmonieux, quoi. Donc on évite les modèles Canva. Je vous donnerai une petite astuce tout à l'heure. Enfin, je vous expliquerai comment faire tout à l'heure. Et ensuite, on l'utilise partout. On l'utilise dans tous les documents, c'est-à-dire qu'ils soient imprimés sur votre site, sur vos posts, même en story sur Instagram. Alors, en story sur Instagram, on peut pas charger sa typo, on peut pas charger ses couleurs. Enfin, il y a des astuces pour le faire, mais voilà. Donc, on va essayer de choisir une des typos qui est proposée, soit qui ressemble à l'esprit, enfin, qui ressemble un peu à votre esprit. Dans tous les cas, vous en choisissez une. Et vous choisissez un type de couleur que vous essayez, enfin une couleur le plus proche possible de votre palette, et vous utilisez tout le temps les mêmes. C'est pas grave si c'est pas exactement la typo de votre charte, puisque de toute façon personne peut le faire, sauf si on prépare les stories sur Canva. Mais bon, moi personnellement, j'ai pas envie de passer toute ma vie à préparer toutes mes stories sur Canva quand je veux faire un petit truc sur le vif. Voilà. L'important, c'est d'être constant en fait. Si vous choisissez tel typo qui est proposé par Instagram pour vos stories, vous utilisez tout le temps la même. Vous prenez pas un coup celle qui est manuscrite et puis après celle qui est tout en majuscule. D'accord ? Donc là, je prends l'exemple de Guillaume. Coucou. Guillaume, il a bien compris que l'identité, il faut la mettre partout pour être vue partout. Donc, il l'a mis sur son panneau, évidemment, et la petite découpe, elle est bien sympa parce qu'elle met en valeur la forme du logo, alors que ça aurait pu être un truc banal. Non, c'est pas banal, ça fait une petite découpe spéciale. Il l'a mis sur les casquettes, je sais même pas, c'est les casquettes pour le... Enfin, je sais pas, il y a un rapport avec le BBD ou pas ? Ok. Évidemment, sur les panneaux, là, on a fait un petit encart sur comment ça s'appelle d'ailleurs ce truc ? Carte de score. Voilà, les cartes de score pour le golf. On voit qu'il y a une unité dans tous les éléments. La couleur rouge, la couleur gris foncé, et puis le type de mise en page. Et donc là, c'est une entreprise, je crois, qui s'occupe de tes réseaux sociaux. Pour le coup, dans l'identité, on a défini des couleurs, des logos, enfin évidemment des logos, évidemment, des couleurs et des typos qui sont réutilisés déjà dans ces documents-là. Ensuite, on a rajouté quelques icônes qui sont utilisées en story à la une. On n'avait pas défini de motifs. Donc, l'entreprise qui s'occupe des réseaux de Guillaume a défini des motifs récurrents, des petites hachures, etc., qui reviennent régulièrement dans les posts. Pour créer donc une unité globale avec la même typo, les couleurs qui reviennent, vous les reconnaissez dans la charte, voilà. Pour vous aider dans cette mise en place de cohérence, l'idéal, c'est de vous faire un brand board, ce qu'on appelle. C'est ce que je vous ai montré juste avant, c'est ça là. C'est ce qui permet, et je vous l'ai montré aussi ici, ça c'est le brand board du boudoir, il est beaucoup plus grand du coup, vu qu'il y a plein d'éléments, il y a aussi des icônes, des motifs et des photos. Mais ça permet d'avoir sur une seule page toute l'identité qui est résumée. Vous savez ce que vous avez comme outil sous la main. Donc c'est hyper facile après à utiliser au quotidien. Vous pouvez vous l'imprimer, le mettre sur le mur de votre bureau, c'est hyper pratique. Donc ça, c'est ce que je vous encourage à faire. Après, pour les réseaux sociaux, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de vous constituer ou de faire constituer par quelqu'un, par exemple moi, des templates. Enfin, on appelle ça des templates, mais pour ceux qui connaissent pas le mot, c'est modèles, en gros, de posts. Avec plusieurs mises en page différentes pour différents sujets que vous pourriez aborder et que vous pourrez dupliquer et réutiliser à l'infini tout en étant toujours cohérent et en étant adapté à vos différents... par exemple, si vous voulez faire un post avec plus... en mettant plus en avant l'image, on peut prévoir ça. Si vous voulez faire un post où vous allez expliquer quelque chose sur votre entreprise, on peut faire un post plutôt textuel, mais tout sera déjà prévu sous la main et ce sera plus facile à adapter que les modèles Canva qui vont pas tous ensemble, etc. En plus, vous n'aurez pas à chercher. Voilà, donc c'est garanti d'avoir toujours une cohérence entre tous vos posts. Ensuite, n'ayez pas peur d'expérimenter, parce que
c'est bien de définir quelque chose, mais après, il faut pas se sentir prisonnier, parce que ça, c'est le problème, c'est qu'après, on peut se dire, ah, bah, du coup, j'ose plus changer, mais j'aime pas ce que je fais, et du coup, si j'aime pas ce que je fais, ben, je fais plus. Et ça, c'est mal. Donc, en fait, il faut faut se dire qu'on a le droit de changer d'avis, de faire évoluer le style. Pour la tâche rapide, par exemple, j'ai travaillé pour eux pendant 3-4 ans. Bah, pendant les 3-4 ans, la charte sur les réseaux sociaux, elle a beaucoup évolué parce que ça s'est affiné. J'ai vu les types de sujets qui revenaient régulièrement, les formats aussi qui évoluent sur Instagram, parce qu'on était passé, au début, c'était du carré. Maintenant, on est sur du portrait. Et donc, on fait évoluer tout ça avec. Aussi, les valeurs de l'entreprise peuvent s'affiner. Il y a des choses qui peuvent changer. Donc, tout ça évolue et c'est normal. Ce qui est important, c'est qu'il y ait que ce soit pas brutal, quoi. Qu'on n'ait pas un jour une publication de telle couleur, etc. Et puis le lendemain, on change complètement d'avis. Il y a une forme d'évolution douce entre tout ça. Vous avez le droit de changer. Et puis, par exemple, si un jour, vous faites un post comme ça avec une photo et qu'il n'y a pas de votre couleur autour, ou j'en sais rien, ou du texte dessus, c'est pas grave, ça arrive, c'est pas... voilà. Mais du coup, voilà, attention, comme avec l'exemple de j'adopte un projet, si, par exemple, si on change toute son identité visuelle, c'est bien de prévenir les abonnés, parce que la surprise peut être grande comme ça l'a été pour moi. Et du coup, pour moi, ça m'a contrariée, donc je me suis désabonnée. donc voilà. Bon, de toute façon, je vais pas vous embêter longtemps avec ça, parce que déjà, je suis pas rédactrice web, je suis pas une experte dans le domaine. Je vais juste vous donner des petits tips qui vont rejoindre en fait mon propos sur le visuel. On va partir déjà de qu'est-ce qu'on rédige. C'est quoi un bon contenu, et quel est le contenu? Il y a le contenu du post, enfin la description du post, c'est-à-dire ce que vous allez écrire au-dessus de la photo sur Facebook et en dessous de la photo sur Insta. Et puis il y a le contenu qu'il y a dans le post. Sur Insta, on peut faire... alors tu vas me dire, du coup, c'est plus à la mode les carousels, mais moi je fais beaucoup de carousels avec beaucoup d'informations dedans. Et si les gens ont la flemme de lire, tant pis. mais voilà. Donc il y a deux types de contenus, et par exemple, on peut avoir une photo avec un titre par-dessus. Il faut que le titre capte l'attention des gens. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle la partie rédaction, quoi. L'idée, évidemment, comme dans tout, vu qu'on veut pas avoir l'air brouillon, parce que quelqu'un de brouillon, ça donne pas forcément confiance et on n'a pas envie de lui acheter. Donc l'idée, c'est d'avoir un message clair, structuré, qui permet d'attirer l'attention, de susciter la curiosité avec un titre original, une phrase d'accroche qui permet de donner envie de lire la suite de la description. Et puis, faut s'adapter à chaque réseau, parce que comme le disait Thomas tout à l'heure, il y a des réseaux où on va écrire plus que d'autres. C'est vrai que sur Insta, le visuel est vraiment prioritaire, donc la partie description va être beaucoup plus courte. Sauf si vraiment on arrive à passionner les gens. Et on va peut-être faire plus de storytelling sur Facebook ou sur LinkedIn, parler un petit peu plus. Et puis selon les personnes aussi qu'on veut toucher, parce que chaque réseau peut toucher des cibles complètement différentes. Ce qui est intéressant aussi, c'est de développer un ton et un style éditorial qui va, pareil, être un gage de cohérence. C'est-à-dire que si vous parlez un jour en mode un petit peu, je sais pas, un jour très très sérieux, institutionnel, etc., et puis le lendemain vous êtes super décontracté, ça va être un petit peu bizarre, quoi. Donc c'est bien de se dire, moi j'ai envie de parler aux gens comme ça, j'ai envie que ce soit telle ambiance sur mon compte, je vais garder cette ambiance sur tous les posts. Et par contre, si on a envie de temps en temps d'être un peu plus décontracté, ça va être plus dans les stories, parce que les stories, c'est un peu les coulisses, c'est là où on peut tenter des choses. De toute façon, ça dure que 24 heures, donc si on se plante, c'est pas très grave. Voilà. Donc on s'adapte au public cible, à l'image de marque, et ça peut avoir été défini dans une stratégie de marque si vous avez réfléchi à ça en amont, et sur tout un tas d'aspects de votre marque. En général, à la fin de la description, on met ce qu'on appelle un call to action, CTA. Ça va être une petite question pour inciter en fait à l'interaction, à l'engagement, parce qu'on a vu tout à l'heure que on peut pas dire likez mon post, commentez mon post, partagez mon post. Par contre, on peut inciter les gens à liker et à commenter. Donc c'est ce qu'on essaye de faire.
ou aller acheter directement avec... bon là, évidemment, on va peut-être inciter à sortir de la plateforme et ça va pas leur plaire, mais c'est ça qu'on veut. Nous, au final, ce qu'on veut, c'est qu'ils aillent acheter nos services et nos produits. Donc on va insérer une petite question ou une petite... enfin, voilà, un appel ce qu'on appelle un appel à l'action. Ça va créer aussi un lien entre vous et vos clients. Ça va indiquer, du coup, si les gens réagissent aux algorithmes, que du coup, c'est une publication qui plaît et que donc, il faut la diffuser plus largement. Mais il faut retenir que les gens, ils sont feignants. Enfin, on est tous comme ça, on a beaucoup de choses à faire dans nos journées et puis on swipe très vite sur les contenus. Donc, si la question est compliquée, on va pas y répondre parce qu'il faut prendre le temps d'y réfléchir, etc. À moins que ce soit une personne à qui on tienne ou une entreprise vraiment on a envie de participer. Dans ce cas, il y a vraiment un fort engagement. Sinon, il faut vraiment viser des choses simples. Donner, je sais pas... quelle photo préférez-vous, la 1, la 2, et puis les gens ils mettent 1 ou 2 en commentaire, et puis voilà. Et puis on n'oublie pas évidemment à qui on parle à sa cible, donc ça implique de bien la connaître et de savoir qu'est-ce qui peut l'intéresser aussi. Donc globalement, ce qu'on veut, c'est susciter la curiosité, prouver le sérieux de notre entreprise surtout. Et donc pour ça, on structure bien le message. Donc on fait une petite accroche, un petit développement pas trop long, et puis une fin qui appelle à agir, et des hashtags en plus sur Instagram. Et donc on va effectivement rajouter des petits emojis par-ci par-là pour habiller, juste pour que ce soit plus sympa visuellement. Parce que si le contenu est sympa visuellement, on va avoir envie de le lire. Et c'est ça qu'on veut. Juste un petit rappel sur le fait que voilà, c'est du contenu qui est rapidement consommé. Donc, faut pas... Enfin, moi, je suis la première à passer 3 heures à préparer mes contenus. Hein. Mais dans la mesure du possible, il faut se rappeler que ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps dans la diffusion sur le réseau et ça va pas durer longtemps le temps d'attention que les gens vont avoir dessus. Donc, faut quand même en avoir un peu conscience. Donc, on n'a pas non plus beaucoup de temps pour capter son attention, le garder, le convertir en abonné et éventuellement en client. Donc, il faut vraiment que votre contenu soit qualitatif, qu'il soit intéressant. Ça sert à rien de faire des choses où on sait qu'on va pas, enfin que c'est pas très intéressant et que voilà. Juste publier du contenu pour publier du contenu, quoi, c'est pas très pertinent. Oui, recycler son contenu, c'est une super méthode. C'est une super méthode, surtout si vous avez plusieurs canaux d'acquisition ou plusieurs canaux de communication. Par exemple, moi, j'ai une newsletter et j'ai mes réseaux sociaux. Et je vous avoue que je prends pas le temps de faire des posts différents de la newsletter. Je reprends ce que j'ai mis en newsletter. L'avantage de la newsletter, c'est que c'est publié en premier. Donc, ceux qui veulent avoir les infos en premier, ils s'abonnent sur la newsletter. Et après, les posts que je fais sur les réseaux sociaux, c'est tirer des sujets que j'ai pu aborder dans ma newsletter. Ça évite que j'ai 10 000 trucs à faire. Même si on publie pas forcément souvent ou que, on n'a pas un rythme, etc. sur les réseaux sociaux, ça reste, surtout Instagram, ça reste une vitrine. Et comme disait Thomas, si on voit qu'il n'y a pas du tout d'activité pendant 3 ans, ça donne pas trop envie. Ça reste une vitrine où les gens viennent se rassurer avant d'acheter parfois. Ça peut être une étape du parcours client. C'est-à-dire que les gens, ils vont venir, ils vont regarder, l'ambiance, ça me plaît, j'aime bien, je m'y reconnais, ça me parle. Est-ce que l'entreprise est active? Parce que moi, ça m'est arrivé effectivement d'aller sur des pages et de voir qu'il n'y avait pas de publication depuis de nombreux mois, et je me suis dit, en fait, l'entreprise, elle a fermé, alors que peut-être que non. Quelle est l'impression que cette entreprise me laisse quand je parcours ces réseaux sociaux? Est-ce que je suis plutôt convaincue? Est-ce que je me dis, c'est un peu n'importe quoi, je sais pas trop ce que j'en pense? Et à quelles questions elle répond dans ces posts pour me rassurer en tant que consommateur qui est pas encore soit conscient du problème qu'il a à résoudre, soit convaincu du fait que c'est ce produit-là qu'il lui faut et pas un autre. Donc, suivant tout ça, on va décider d'acheter ou pas, ou de s'abonner ou pas. Lequel vous donne le plus envie d'acheter, là? C'est celui de gauche, on est d'accord. Voilà, là, c'est du pâté. Y a pas, franchement, là, visuellement, la photo, c'est vraiment pas très vendeur. Le texte, il donne pas trop envie de lire, à part qu'il est relativement court, mais sinon, c'est tout en pâté, il n'y a pas de hiérarchisation. Là, on a tout de suite une structure qui se dégage. Ça donne tout de suite un sentiment d'encadrement qui donne confiance, quoi. Juste un dernier point, c'est que, pour faire cet exemple, j'ai utilisé ChatGPT. J'ai utilisé l'IA.
pour rédiger le post. Donc ça, on l'a pas trop abordé, mais aujourd'hui, on a beaucoup d'outils, que ce soit pour les visuels ou pour le texte. Il y a plus d'excuses pour avoir des descriptions des posts avec des fautes d'orthographe, parce que les IA peuvent les corriger instantanément. Tout ça pour dire que il faut apprendre à maîtriser les outils. Ça prend effectivement un peu de temps de poser toutes ces bases, là, de poser son identité visuelle, d'apprendre à maîtriser les différents outils pour faire des visuels sur Canva, par exemple, ou ChatGPT. Mais c'est des choses qui après vont vous faire gagner beaucoup de temps. Donc faut pas hésiter à s'en servir. Ouais. Après, il faut faire attention à pas avoir des contenus trop parce que moi je les vois passer surtout sur LinkedIn, les contenus rédigés par IA, des fois ça se voit de l'extérieur parce que c'est trop générique. Donc c'est quelque chose aussi qui s'apprend à savoir comment personnaliser aussi le message de l'IA en fonction de votre personnalité. Et puis, vous pouvez toujours corriger ce qui a été proposé. Donc, voilà. Merci beaucoup.